l'after Russie 2018. Tu me prenais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after, et oui l'after, à la veille de la finale de la Coupe du Monde avec la France. Autant dire que là, c'est que les afters historiques. Hein. Ça, on va se régaler. Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis, c'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire. Nous. Ah non. Ah nous, on a débriefé des défaites en Coupe d'Europe, des humiliations en Coupe d'Europe, des compétitions internationales avec les Bleus qui étaient grotesques. Mais ça sent bon. Alors là, je vais te dire. D'ailleurs, tu vois, Daniel a du mal du mal à exprimer sa joie spontanément. C'est difficile, hein, tu vois. Quand t'es habitué pendant des années à prendre des tartes dans la gueule. Non, faut rester optimiste. Moi, ça sent bon. Mais là, c'est même pas. Parfait, Ali, mais là, c'est même pas qu'on est optimiste là. Là, moi, je regarde même pas la finale demain, je sais que c'est fait. Alors, d'ailleurs, on va y venir. Moi, je sais que c'est fait. Ne va pas trop vite en Quand t'as besogne. bouffé autant de caca que nous pendant des années à débriefer des matchs et des défaites. Attention, Tu ne vas pas trop vite. Est-ce que on n'en fait pas un peu trop dans l'excès de confiance? La une de l'équipe Max matin. À demain sur les Champs-Élysées, genre c'est réglé. Tout le monde voit la France gagner, moi compris d'ailleurs. Hein, moi aussi. Là, ça en devient flippant là. La question que j'allais te poser. Et je n'arrive pas. Pourtant, j'ai plutôt une bonne mémoire sur les événements autour des matchs. Je n'arrive pas à me souvenir. Et si je m'en souviens pas, c'est que ça devait pas être à ce point. Il y a 2 ans, au moment de la finale contre le Portugal, qui avait l'air en France. Moins confiant. On est d'accord. Tu sais pourquoi? À cause de Cristiano. Et en fait, tout le monde se disait, s'il y a un truc qui peut arriver à l'équipe de France, c'est que Cristiano fasse un grand match et tout. Et puis surtout, on avait bien conscience qu'on avait battu l'Allemagne, on va dire, dans un concours de circonstances, la demi-finale. Donc t'avais pas ce degré de confiance. Mais bon, tu l'as joué quand même. Non. À domicile, face aux Portugais qui n'étaient ni les Allemands. Mais là, cette année. Mais là, c'est incroyable. Tu sais, ça ressemble limite à avant 2002, quand déjà on est champion, on est tous ensemble. Le 3/4 agneau de Johnny Hallyday, je m'écartais. Le 3/4. Oui, tu sais, il avait une veste en cuir, 3/4 là. Oui, ça se voyait. C'était de l'agneau. Et la deuxième étoile déjà qui apparaissait partout. Là, comme cette année, je me souviens pas. Mais en même temps, je n'arrive pas à contredire cette idée. Bah, moi aussi. Autant, moi, je vois 4-0. Comme tout le monde, phase de poule, pour moi, c'était une cata, j'aurais pas mis la mallette à 10 000 sur la finale, jamais de la vie, évidemment. J'aurais même plutôt mis la mallette à 10 000, on n'y va pas. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de gens en France qui auraient mis la mallette à 10 000 sur la finale. Mais là, la mallette là, il y en a plein qui disent, je l'avais dit. Je n'arrive plus à raisonner. Non, ça c'est bidon. Il y en a qui disent, je l'avais dit. Ça c'est bidon. Tout le monde taillait, tout le monde. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à raisonner. Beaucoup de choses qui se sont passées après le match contre l'Australie. Le match contre l'Australie n'a pas du tout plu à Deschamps. Il a fait un montage vidéo qu'il a montré à tous les joueurs. Et il a dit, regardez là, combien de mecs sont en train de marcher sur le terrain? Ça, c'est terminé. Il dit, la prestation, le niveau d'investissement, l'impact des joueurs contre l'Australie, pas bon. Il y a eu une prise de conscience des joueurs qui se sont dit, là, effectivement, on va aller dans le mur comme ça. Prise de conscience de Pogba, que un ou deux joueurs sont pas allés voir, parce que ce serait faux de dire, ils sont allés voir, genre, on va le convoquer, machin. Non, discussion. Qui a tourné autour de l'idée que à travers lui, parce que ça devait être le leader, ils lui ont dit tu dois être simplifie le jeu, cours plus. Voilà. Déjà il y avait eu un signe que toi t'avais remarqué, Gilbert, t'avais dit cette histoire de coupe de cheveux, qui peut passer pour un truc anodin, mais qui a surpris beaucoup de mecs dans le groupe. On dit tiens c'est bizarre, Pogba qui pas de couleur. On a l'impression que ça fait un peu profil bas quoi. Enfin, en tout cas je la ramène un peu moins. Bah je pense que c'était le cas. Hein. Je me fonds dans le groupe. Et Deschamps, ce qu'il veut, c'est ça. Il n'y a pas de tête qui dépasse, de vedette, de machin, de trucs. C'est le groupe avant uniforme. Tout, le bloc, on doit tous défendre. Lemar a joué le match, on va dire, moyennement pour du beurre, là. Dembélé a joué aussi dans la phase de poule. Ça, là-dessus, on est plus un peu dans ce qui s'était passé aussi en 98, où du temps de jeu a été donné à d'autres. Mais Lemar n'avait guère de chance. Alors que nous, on se disait, ce serait quand même mieux pour le jeu si un mec comme ça jouait par rapport à ce qu'il est obligé de faire. Mais il n'a pas répondu aux attentes. Pas du tout. Parce que, d'abord, on a pensé dans le staff qu'il était un peu trop léger pour les duels. J'étais pas sûr que même un brillant qu'il allait jouer de toute façon. Voilà. Ça, c'est clair. Il n'empêche que...
son manque d'implication dans les duels, parce que de nature, il y rechigne un peu. Je pense que aller à l'Atlético, ça va le faire bosser de ce point de vue-là. Donc il y avait ça. Et Dembélé, qui lui aussi, tactiquement, n'est pas assez au point. Donc lui aussi, on va dire, a été écarté du cercle des titulaires. Parce que tactiquement, il n'est pas... Si on décide qu'on va donner de la liberté à une seule personne, c'est Mbappé, parce que c'est le meilleur des deux. Ok. Même si mais il pouvait pas y en avoir deux. Non. Et surtout pas un qui maîtrise pas encore toutes les zones où il faut dribbler, toutes les zones où il faut prendre des risques et tous les replacements. Et qui peut se retrouver vraiment attaquant et avançant. Voilà. Donc derrière, toute la construction n'a été que la construction d'abord d'un mental d'acier et d'un bloc défensif partout, avec comme homme libre à qui on demande de moins défendre, Mbappé. Donc comme tu disais, ça oui, Giroud, Griezmann, c'est des mecs qui sont redescendus, mais eux ne se sont pas cachés. Griezmann a dit, moi je défends. Quand il a envoyé chier en rigolant le journaliste qui a dit, laisse tomber, quand Courtois a dit, il a joué à l'Atlético, il sait ce que c'est, voilà, on défend tout. Maintenant, l'aventure, elle est partie comme ça, à partir en plus de ce qui s'est passé en poule, de ce qui a été construit après. Là, le 11, on a très vite compris que de toute façon ce serait Matuidi qui jouerait, et de cette façon-là. Et le bout de l'aventure, c'est demain. Voilà ce qui s'est passé en interne dans cette équipe de France durant la compétition. Alors, j'ai vu moi deux intérêts pour la Belgique dans ce match. Un, en finissant troisième, ils montrent que c'est la meilleure équipe de Belgique de l'histoire, parce qu'ils font mieux que leurs prédécesseurs. 86, effectivement, oui. Et deux, 4000 personnes qui vont être remboursées de leur télé grâce au but d'Hazard. Alors effectivement, bon, la réalité, c'est un vrai intérêt. C'est l'opération commerciale d'un vendeur de télé en Belgique. Ça va lui coûter cher. Ceci dit, ils seront pas vraiment, ils seront remboursés en bon d'achat, en fait. Donc ça sera un remboursement en bon d'achat. Ça permet d'acheter un aspirateur. Ouais, voilà, ça permettra d'acheter quelque chose, mais en gros, effectivement, ils sont un petit peu fait bananer là-dessus, mais bon, les commerçants sont des commerçants, donc du coup, ils sont très intelligents là-dessus. Ça, en tout cas, la publicité a bien fonctionné. La marque en question avait dit, si la Belgique part plus de 15 buts, on rembourse les télés. Donc, exactement. Et Hazard a marqué le 16e. Et là, pour le coup, effectivement, Hazard a marqué le 16e but. Ah, dis-moi, je te prends un croix, là. Petite info. Hazard dit, déclaration après match, je sais que j'ai été le meilleur joueur. Non, c'est pas vrai. Je viens de regarder effectivement l'extrait de cette interview. Il a dit, moi, je le donnerai à moi. Voilà, il l'a dit en rigolant dans une interview. Mais c'est du pur hasard, ça. C'est Eden, il est tout le temps comme ça, il rigole. Il y a effectivement de la part d'Eden Hazard une boutade. Mais tu sais, Eden, il est pour le jeu, c'est quelqu'un de sans pression. Jamais vu un mec qui était aussi cool, quoi. Tu sais, le genre de mec, quand tu malaxes, tu sens que quand tu malaxes, par exemple, imagine, je fais un massage à Ali. Ali, du coup, non, mais imagine, je fais un massage à Ali. Mais il est pas un peu trop cool, même, ton Eden, là? Non, franchement, je pense pas. Je pense que ça, c'est l'idée du jeu d'Eden Hazard. Elle est comme ça. Eden, il est pour le jeu, il est pour le plaisir, il est pour le foot. Quand Eden, il prend pas de plaisir, du coup, il est pas bon. Voilà, puisqu'on est sur le dossier Hazard et ça va intéresser Philippe, on lui a forcément posé la question de son avenir au club et il a dit, vous savez tous quel est mon club de cœur. Sous-entendu, le Real. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Et puis, il y a des informations qu'on va certainement sortir ici à RMC concernant l'avenir d'Hazard au Real Madrid. Mais oui, il a un accord verbal avec le Real. Mais ça, on en parlera plus tard. Bah non, mais attends, parlons-en maintenant. On peut faire une petite parenthèse. Philippe, t'as des échos en Angleterre, toi qui connais bien Chelsea? Il n'y a absolument aucun écho en Angleterre. On a relevé, bien évidemment. On a relevé, non, il n'y a pas d'accord. On a relevé les propos d'Eden Hazard. On a aussi relevé ce qu'il a dit sur Sarri. Immédiatement dans la foulée. Et puis pour avoir Sarri côtoyé, a été officialisé aujourd'hui, je le rappelle. Absolument. Et pour avoir côtoyé Eden depuis un petit bout de temps ici à Londres, je sais que c'est quelqu'un qui est très facétieux. Et qui, en effet, a ouvert une porte. Savoir si jamais il va l'emprunter, c'est une toute autre paire de manches. Mais c'est vrai que c'était quand même gros comme une baraque ce qu'il a dit après le match contre l'Angleterre. Mais encore avec lui, je me méfie toujours parce qu'il y a ce côté malicieux qui est toujours derrière toutes ces déclarations. Et il est comme ça. Oui, il est quand même en contact permanent avec le Real, mais ça, c'est pas grave, Philippe. Mais voilà, c'est. Non, mais il est en contact que le Real, qu'il soit au courant de l'intérêt du Real depuis des années, que le Real sache qu'Eden Hazard est un fan du Real depuis des années. Ça, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est un serpent de mer qui n'en finit pas de sortir. Ouais. On verra si ça sera cette fois-ci. C'est peut-être le moment, en effet, où Eden va décider de partir de Chelsea. On va voir. Il est encore sous contrat jusqu'en 2020. Il est, je dirais, irremplaçable. Ça c'est clair, il est absolument irremplaçable.
Mais c'est pas non plus le genre de joueur dont j'imagine qu'il ferait la grève du zèle ou ce genre de choses. Donc on va voir. Mais il a que 2 ans, Philippe, hein, c'est ça? Il a que 2 ans de contrat? Oui, absolument. Je pensais. Comment dit-on médaille en chocolat en anglais, mon cher Philippe? Chocolate medal. Chocolate medal. C'est simple. On l'a gagné cette médaille en chocolat, effectivement. Toi, tu as une vraie médaille. La médaille en chocolat, c'est pour couler dans le bronze. Mais c'est une vraie fois. Moi, j'appelle ça une coupe en chocolat. Donc forcément, celui qui la gagne une médaille en chocolat. Moi, je suis d'accord parce que la Coupe du Monde de foot, c'est pas les JO. Ce match pour la 3e place, il sert à rien et il y a pas de podium. Alors qu'on arrête de nous emmerder avec ça. 3 ou 4, c'est pareil. Voilà. Puis je pense qu'il a servi surtout à faire entrer, je pense, la Belgique d'un point de vue collectif dans l'histoire de la Coupe du Monde avec ses 16 buts marqués depuis l'édition 1974, seul avait fait mieux, évidemment l'Allemagne en 2014 et le Brésil en 2002 durant la Coupe du Monde 2002. Donc voilà, c'est super ce qui est arrivé. 10 buteurs différents quand même, faut le dire. C'est la France de Platini en 82 qui avait fait mieux, qui avait fait autant, et l'Italie en 2006. On va pas analyser le match dans le détail parce que c'est vrai que ça a assez peu d'intérêt, mais tout de même, je vous pose cette question à tous. Est-ce que au final, en termes de spectacle et de jeux produits, la Belgique est l'équipe qui vous a le plus plu dans cette Coupe du Monde? Oui. Oui pour Philippe. Bien sûr, moi je pense que on s'attendait pas à dans, autre chose que dans le jeu développé et dans l'enthousiasme surtout, une équipe qui manquait peut-être un petit peu de vice et d'expérience, mais ils ont été fabuleux durant tout le temps. Un peu trop rêveurs. La preuve, ils n'ont pas rêvé longtemps. Non, moi c'est la Croatie, ça reste encore la Croatie qui m'a donné le plus de plaisir depuis le début de la Coupe du Monde pour l'instant. Moi je crois aussi et je vais même vous dire. Toi tu dis Croatie aussi? Par rapport aux autres, je dis attention. Sans classement. Et je suis désolé, c'est pas parce qu'ils ont perdu en quart, mais les Brésiliens sur ce qu'ils font contre le Mexique et même contre la Belgique, où ils font le jeu, ils ont mis l'occasion et tout ça. Après, les Belges ont défendu et les ont plantés en contre au début. Mais en matière de jeu, de ce qu'ils étaient capables de faire, d'action offensive, d'enchaînement, le Brésil, je suis désolé, c'était pas mal du tout d'un point de vue jeu. Ok, ils perdent, très bien. Mais si on parle de jeu, et puis Croatie, ouais. Après Belgique évidemment, donc ça fait mon trio, il est là. Ouais. Bon, très bien. Chacun son point de vue. Il y a eu une question qui est revenue durant tout ce mondial. C'est pas mal d'y mettre une fin parce que le vice-président de la fédération belge, Bart Verhaeghe, a communiqué sur la vérité sur la venue d'Henry. Donc du coup, moi, je me suis dit que j'allais quand même reprendre la déclaration. Alors, il dit quoi? Il dit donc Thierry Henry est un cas spécial. Il n'était pas prévu dans le staff. Il devait être l'assistant d'un autre candidat, Ralf Rangnick. Puis il m'a téléphoné et puis m'a demandé puis-je venir travailler avec vous? Nous pouvons écrire une histoire folle. Donc voilà un petit peu la vérification. En tout cas, la confirmation de ce qu'on disait ces derniers jours. Pardon? Il a été prévu un moment que Rangnick soit... Ouais, il faisait partie de la liste avec Garcia notamment. Voilà, et Martinez. C'est intéressant ça. Voilà, on est transparent en Belgique, quoi. Oh oui, je pense que ils ont vraiment misé sur la transparence, d'autant que ça a bien fonctionné, parce que cette 3e place, elle est aussi intéressante d'un point de vue pécunier. La Belgique, elle va remporter 20,8 millions d'euros suite à cette 3e place. Donc c'est évidemment très intéressant pour un petit budget comme l'Union belge, on le rappelle. Et alors la suite, c'est quoi? Martinez reste, effectivement. Donc cette équipe, elle a encore de quoi convoiter le prochain Euro. Qui est c'est vieillissant quand même. Justement, qui est proche de la date de péremption? Alors on s'attend. Qui est le plus vieux? On s'attend. 32. Moi, je m'attends surtout à ce que Marouane Fellaini, qui était titulaire face à la France, prenne sa retraite. Donc ça, c'est. Qui sont les plus vieux? Quoi, donc, tu vois qui? Toi, 32. Fellaini, Witzel, il faut passer à autre chose. Fellaini a 31 ans. Jan Vertonghen a 31 ans. Vermaelen a 31 ans. Compagnie 32 ans. Mertens 31 ans. Moussa Dembélé 31 ans. Non, mais Dembélé, de toute façon, au milieu, on commence à donner plus de temps de jeu à Thielmans. Dembélé, quel âge il a, Dembélé? Je pense qu'en tout cas, au niveau du milieu de terrain, t'as tout à fait raison. 31, il va y avoir une génération. Dembélé, il a 31. 31 ans. C'est 31, ouais. Dembélé, depuis sa prestation contre la France. Non, il a été fantomatique. Mais tous ceux qui ont 31 ans, je suis désolé, à l'Euro, tu les auras. Je vois pas pourquoi Fellaini va s'arrêter maintenant. Je pense que ces joueurs. Non, mais c'est l'envie des joueurs, Gilbert. Je pense que ces joueurs, ils ont envie aussi à un moment donné de tourner une page pour clore ce beau chapitre. C'est une histoire exceptionnelle.
pouvaient pas arriver plus haut pour moi ensemble dans cette génération-là. Exceptionnel. Le problème, c'est que l'Euro 2016 a été raté. Cette Coupe du Monde, t'es bien, tu passes pas loin de la finale. De la finale. Moi, si je suis joueur, je dis attends, on va quand même tenter l'Euro 2020. C'est plus à Martinez de surveiller que les mecs restent bien performants dans leur club respectif. Mais les deux, Alderweireld, Vertonghen, il n'y a pas de raison qu'avec Tottenham ils soient pas titulaires encore cette année. Restait effectivement. Mais donc maintenant, Compagnie, en revanche, faut peut-être suivre à City. Il peut peut-être ne plus être titulaire parce que Guardiola va redémarrer avec. il y a du monde. Stones et Otamendi. Le français qui était recruté. Mais j'ai du mal à voir. Non, Otamendi surtout. Oui, voilà. Là, il y a une grosse concurrence quand même. Mais j'ai du mal à voir Vincent titulaire à 34 ans à l'Euro. Enfin, moi, je me l'imagine pas. Moi non plus. Sans être méchant avec lui, hein, mais je pense que c'est peut-être le seul. Et parce que déjà, je pense qu'il risque de perdre sa paire en club. Mais après, pour les autres, Meunier toujours, en arrière gauche, si un jour vous en trouvez Courtois, il sera là aussi. Tellement au milieu, Hazard, De Bruyne, Mertens, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens, tout ça tient la route. Même Chadli, c'est à 31 ans. Il a passé les 30 ans aussi. Oui, il a 31 ans, Mertens. Driss, il va encore faire 2 ans à Naples, et puis il va faire autre chose. Je sais pas, il va aller en Chine comme Dembélé. Philippe, on est toujours aussi ravis du parcours anglais, même s'il y a eu des fêtes cet après-midi, ou on se fout un peu quand même les boules d'avoir perdu contre les Belges pour la deuxième fois du mondial? Oui, c'est surtout, je crois, la performance en première période qui a un peu tapé sur les nerfs de Gareth Southgate. Et vous avez vu qu'il a fait 2 changements à la mi-temps, ce qui est tout à fait inhabituel, surtout dans un match pour la médaille en chocolat, comme disait Sacha. Et ensuite, d'ailleurs, quand il s'est exprimé face à la presse, il a dit ne vous imaginez pas que nous faisions partie des 4 meilleures nations de football du monde. Ça n'est pas le cas. Nous sommes en avance sur notre programme, etc. Mais nous ne sommes pas parmi les 4 meilleures nations de football de la planète. Lui, il a fait un sans faute. Par contre, à tous les niveaux, au niveau de la direction de l'équipe, au niveau de la communication, mais de la vraie communication, pas de la langue de bois ou du robinet d'eau tiède, de la vraie communication, du vrai partage. Mais non, je veux dire, absolument rien de changé. Ce match-là, tu sais, personne ne l'attendait avec énormément d'impatience en Angleterre. C'est moi qu'on puisse dire. Quand tu es à 20 minutes d'une finale de Coupe du Monde, que tu as complètement maîtrisé ta première période, que tu as dominé la Croatie et puis que tu rentres dans ta coquille comme ils l'ont fait pour te faire battre par une équipe qui a déjà disputé 2 matchs avec prolongation et gagné et plutôt qui a progressé grâce au tir au but, tu l'as un peu saumâtre. Mais bon, bilan très très positif. L'équipe est très jeune. On parlait de l'équipe de Belgique et de ce à quoi elle ressemblerait pour l'Euro 2020. Mais il y a une chose que je vous signale pour l'Euro 2020, c'est que les demi-finales et la finale se jouent à Wembley. Et ce sera à peu près la même équipe. Ça fait penser à Jean-Michel Aulas qui avait dit pour l'OL la finale Europa League c'est au Groupama Stadium. Mais ça c'est un risque. Ce sera peut-être le Pays de Galles alors. En fait, il n'y a pas de garantie quand on organise la finale. Non, mais je te parle pas nécessairement de la finale, mais il y aura également des matchs de la phase de groupe et des matchs des 16e. Je me suis pas plongé dans le programme, mais est-ce que si t'es l'Angleterre, t'as la garantie de jouer la demi qui est à Wembley? Ils peuvent très bien peut-être jouer l'autre en fonction des résultats. Les deux demi-finales les deux demi sont à Wembley. Ça va, t'es même pas obligé de truquer le tableau. Donc en fait, on nous a vendu 1 euro dans toute l'Europe, mais en fait, c'est à Londres, quoi. Il y a deux pays qui se sont retirés, qui sont la Suède et le Pays de Galles. Solna, en tout cas Stockholm, en l'occurrence, et Cardiff étaient candidates et ont été éliminés. Par exemple, très sport, faire, et pas du tout pour le coup arrogant, c'est effectivement de reconnaître à quel point c'est absolument incroyable qu'un si petit pays avec forcément donc un petit réservoir de joueurs, reconnaissons-le collectivement, puisse aller en finale de Coupe du Monde, parce que comme il l'a dit très justement, ça arrive pas à part l'Uruguay les années 50. Mais c'est une des meilleures nations au monde en hand. C'est une des meilleures nations au monde en waterpolo. Alors vous allez me dire c'est pas des sports aussi populaires que le foot. En basket, les mecs se placent. En tennis, ils ont un joueur qui est top 5. Vraiment un grand pays de sport. Petit, et donc quand je dis petit, c'est pas que c'est le nombre d'habitants te donne forcément moins de possibilités de briller sur les scènes, les différentes scènes internationales. Donc je crois qu'il faut vraiment les féliciter, c'est assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire, et surtout leurs joueurs sont vraiment de très beaux joueurs au sens premier du terme de jeu. Ce sont des très beaux joueurs de foot. Et il faut aussi rappeler ce qui s'est passé en début de Coupe du Monde, parce qu'ils jouent à 22 depuis le début de la Coupe du Monde, ces mecs-là, puisque en plus ils ont viré un mec qui était pas le plus mauvais, qui aurait pu rendre service. Si la Croatie gagne la Coupe du Monde,
ce serait peut-être le plus grand exploit du football moderne. Enfin, tu vois, vu effectivement, comme le dit le sélectionneur, vu les possibilités qu'ils ont, les infrastructures qu'ils ont, la population. Le dernier petit pays, on l'a dit l'autre fois, c'est l'Uruguay en 50. Qui vont en finale. Après le reste, c'est des gros pays avec gros réservoirs. Le foot n'était pas globalisé comme aujourd'hui. Franchement, dire que c'est le plus grand exploit. Il faudrait revoir, mais moi, ça serait pas le plus grand exploit parce que la Croatie, mine de rien, même si c'est un petit pays, je suis d'accord avec tout ce qui dire qu'ils jouent dans les grands clubs. Mais non, mais la Croatie, quand on a fait les fameux chapeaux du début, la Croatie faisait partie des bons outsiders quand même. Non, mais c'est pas ça, exploit. Exploit, c'est parce que quand t'as que 3 millions d'habitants. C'est juste un problème de ressources humaines. Non, mais je comprends. Et d'infrastructures pour t'entraîner. Déjà, nous, ce qui fait notre force, c'est qu'on a une fédération qui est puissante, qui a beaucoup d'argent. On a des clubs importants. On a un vivier incroyable. On a un vivier qui est extraordinaire. T'as des infrastructures pour aller faire bosser les gamins. C'est ça qui est fantastique, en fait. Bon, après, attention, dans le truc. En Croatie, c'est développé quand même, hein. Ce que je veux dire, moi, j'y suis allé en Croatie. Les clubs, non, mais les gros clubs de foot. Non, franchement, attends. Je pense que quand t'as que 3 millions d'habitants, je parle en connaissance de cause. En Croatie, c'est pas non plus, tu vois, ils ont des chaussures, ils ont des, tu vois, non mais bon, au bout d'un moment. Je parle pas que ça. Je parle juste de la. Non mais c'est développé. Du moins ils développent. Les gros clubs développent de plus en plus. Mais t'as quand même moins de personnes. T'as juste moins de personnes. Après, en matière d'exploit, t'avais la Grèce 2004, c'était quand même fort. Au niveau de ce qu'ils ont et tout. C'était d'autant plus fort, la Grèce. Parce que la Grèce, je suis désolé, avant la compétition, la Grèce, tu les mettais pas dans les outsiders, hein. Tu les mettais au fin fond, hein. Tu disais, eux, déjà, s'ils sortent des poules, c'est déjà un miracle. Donc là, oui, c'est un exploit. La Croatie, après, je comprends ce que tu veux dire. C'est moins un exploit que la Grèce. Mais oui, parce que la Croatie, on s'y attend. Aussi, c'était, vu le nombre de peu d'habitants qu'il y a en Islande. Mais ça, c'est toujours, et là, c'est là que je voulais en venir. C'est pas parce que c'est un petit pays, ils ont une génération incroyable. Gilbert Bribois. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, bala bala. N'Golo Kanté, bala bala. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. La 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 la. Bon, il a pas bouffé grand monde, mais il sera sur les Champs-Élysées demain. Voilà, N'Golo Kanté, c'est l'after. En plus, aujourd'hui, les sorties et tout, c'était bizarre. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jérôme Roten. After historique. Jamais il y a eu un after champion du monde, c'est la première fois un after champion du monde. Mais il n'y a jamais eu un after champion de quelque chose, en fait. Bon, non, mais arrête. C'est unique. C'est un after champion de quelque chose. Voilà. C'est le renouveau. C'est un virage dans notre histoire. Quand Marseille est champion, c'est l'after. Quand Paris est champion, c'est l'after. Quand Lyon est champion, c'est l'after. Mais pourquoi quand Strasbourg sera champion, ce sera l'after. Non, mais ça sera pas pareil. On sera en déloc et on fera une semaine totale. Ne vous posez pas la question pourquoi. C'est parce que je suis là maintenant. Ah, c'est l'effet Roten. Elle est là. Elle est là. T'as pas fait la coupe d'Europe. Je l'ai dit. Eh oui, Daniel, l'arrogance, elle est là. Voilà, on est champion du monde. C'est sûr que ça on va t'entendre. Hein. Alors d'ailleurs, je vous donne le programme. RMC est là jusqu'à demain soir minuit. J'ai bien dit demain soir minuit. Nuit blanche sur RMC. Jean-Christophe Drouet prendra la suite à minuit tout à l'heure. Avec vos appels 32-16 jusqu'à 4h du matin et ensuite l'équipe de la matinale arrivera. Va être seul, quand même. Non, mais attends, aidez-le, t'inquiète pas. Et tu crois que la France est dans la rue, mon vieux, jusqu'à demain matin. Là, Marseille en folie, Lyon, Paris, c'est ça le problème. Toutes les villes, tous les villages. D'ailleurs, on vous attend tous. On va aller à Lille, tiens, dans quelques instants. On vous attend tous, vous qui nous écoutez, où que vous soyez. Appelez-nous 32-16 ce soir. Franchement, moi j'ai pas envie de faire d'analyse. J'ai pas envie de parler d'évaluation. Là, faut qu'on profite, quoi. Voilà, c'est unique. J'ai un truc à vous montrer, les gars, avant qu'on aille à Lille, quand même. Ah ouais. Hop, je le mets sur BFM Sport. Regardez ça, c'est pièce rare. Hein. 2 étoiles, pièce rare. Ouais. Voilà. Et on va se le découper en 3 pour voir chacun un bout. Le maillot aux 2 étoiles. Voilà. Il est là sur le bureau de l'after. Ça, c'est la classe, quand même. On peut se le passer un petit peu? Tiens, je te le passe. Je touche les 2 étoiles. Mais ça, moi, je l'ai déjà fait avant l'émission, mais bon, voilà. Je l'ai déjà fait avant. Par contre, est-ce qu'on le donne à celui qui avait, Pardon? Qui avait, anticipé la victoire, quand même?
Ah bah alors c'est pour toi alors. Voilà. Qui? Parce que t'es le seul sur Terre. Donc il faut le dire quand même. Attends, Jean Montagne est le seul sur Terre. Qui avait anticipé la victoire, mais quand? De la France. Hier soir ou il y a 3 mois? Non, il y a déjà excuse-moi, avant mais la Coupe du Monde. Attends, voilà. Avant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde. Combien de fois en même temps, c'est son. Jérôme est le seul sur la planète Terre, donc il faut lui dire bravo quand même. Qu'est-ce qui me va bien, j'aurais pu être champion du monde. Faut que tu le mettes, que t'enlèves celui que t'as en dessous, il n'y a pas d'étoile. Celui que t'as en dessous de ta veste ce soir, il me plaît. Il n'y a pas d'étoile. C'est quoi qui vous a amené ce soir? Je vous le dis tout de suite parce qu'elle y était quand même. Voilà. Stop, on a Teddy Riner avec nous, messieurs, dames. C'est pas rien. Teddy, bonsoir. Salut Teddy. Ça va alors à Moscou. Teddy, t'as vécu la finale, raconte comment t'as vécu tout ça, parce que c'est une soirée extraordinaire. Incroyable, c'était un moment juste magique. Merci. C'était un moment juste magique de vivre ce moment. Je crois que tout le monde était tout le monde, merci. Tout le monde était, et puis voilà, on reçoit des félicitations de tout le monde. Bonsoir, merci. Ah bah, il faut pas que les gens ils te confondent avec Paul Pogba quand même, Teddy. Hein. Non. La dernière fois, j'ai été confondu avec un joueur de NBA, mais non. Ça va. En tout cas, ça fait bizarre parce que tout le monde me félicite, mais c'est pas moi qui ai gagné, c'est l'équipe de France de foot. Mais bon, ça fait plaisir parce que je crois que c'est une finale qui fait plaisir à beaucoup de monde. Elle fait plaisir au peuple français. Je pense que tout le monde avait besoin. Et puis c'est bien pour la jeunesse. On avait besoin de tout ça. Teddy, pourquoi tu dis, excuse-moi, pourquoi tu dis on avait besoin? Qu'est-ce que tu entends par là en fait? Parce que je trouve que ça fait du bien la victoire. Ça emmène tout le monde dans une envie de réussir, de se dépasser, de construire quelque chose. Tu penses que la France en ce moment avait besoin de se rassembler pour de la joie, alors que ces derniers temps elle s'était rassemblée pour des choses malheureusement pas belles? Tu penses que c'était le moment pour la France de sourire un peu? Je crois que oui, déjà oui pour ça, et surtout parce que la jeunesse en a besoin, parce que souvent ils sont là à se dire c'est impossible, c'est pas possible, c'est trop dur. Lorsqu'on voit une équipe de France qui gagne, lorsqu'on voit la France qui bouge, qui emmène cette joie, forcément ça donne envie à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Teddy, comment est-ce que tu as vécu cette finale? Enfin, avec qui tu étais? Raconte un peu. Moi j'étais avec ma compagne et j'étais avec toute la fédération et les supporters français. Et je peux vous dire qu'il y avait une superbe ambiance. Et le chef de file, je vais vous dire qui c'était Omar Sy. Le chef de file. C'est lui qui a ambiancé tout le monde. Oui, je balance. Quels sont les joueurs qui te plaisent? Enfin, est-ce qu'il y en a un que t'adores, quoi? Moi, j'en connais un depuis très très longtemps, c'est Adil Rami. Ah oui, il faudra que tu nous parles du défi qu'il t'a lancé. Il faut que tu nous parles de ça. J'ai répondu tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit maintenant que tu es champion, je t'attends quand tu veux pour ces fameuse rencontre sur les tatamis. Oula, il va se faire défoncer, il est malade. C'est Adil qui avait proposé ça. Il avait dit on lui avait demandé qu'est-ce que t'es prêt à faire comme folie si jamais t'es champion du monde. Il a dit je prends Teddy Riner sur un tatami. Donc le moment est arrivé. J'ai déjà dit de tout cracher déjà. J'ai déjà dit de tout cracher. En plus, ce qui est bien, c'est que moi qui suis au club du PSG et lui à l'OM, ça va faire quelque chose de bien, disons. Ah oui, c'est le PSG-OM de judo, mais là l'OM va perdre, donc c'est écrit d'avance. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il s'en sorte, si on t'attache les mains dans le dos ou même pas? Même pas. Je vais lui refaire ses petites moustaches. Je lui rendre... Teddy, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous quelques instants et à très bientôt dans l'After Foot. À bientôt. Bonne soirée. Bon, lui, il a déjà été champion du monde. Il a déjà été champion du monde 9 fois. C'est ce que j'allais dire. Donc, tu te rends compte la force, mine de rien, et quand on en parle, nous, à longueur de temps, sur qu'est-ce qu'on attend de ce sport, de l'exigence qu'on y place, des déceptions, des joies, de la passion. Teddy Riner, il est 9 fois champion du monde, comme tu dis. C'est un mec, mais incroyable dans sa discipline. C'est le plus grand judoka de l'histoire. Le gars, il va à Moscou pour soutenir l'équipe de France de foot, alors que je suis pas sûr que quand il fait ses combats, t'es des footeux qui vont le voir. C'est que le foot, en fait, dépasse le cadre du sport. Juste, il est pas 9 fois champion du monde, il est 10 fois champion du monde.
Mais c'est différent. Mais c'est différent. Qu'il nous excuse d'avoir oublié la dernière. Le foot surpasse tellement tous les autres sports que les autres sportifs, ils viennent pas des Jeux comme des chanteurs, viennent comme des gens du spectacle, comme des hommes politiques. Et c'est ça qui fait que ce sport déclenche des passions comme celle qu'on voit ce soir, qui est une folie, qui dépasse un peu l'entendement, qui dépasse toute analyse, qu'on fera pas parce que on a autre chose à faire ce soir. C'est fou, tous ces gens dans la rue. Nous, on est là ce soir tous les trois. On voit sur BFM Sport d'ailleurs le début il y a un show visuel sur l'Arc de Triomphe comme en 98. En 98, c'était organisé par Adidas. Là, c'est organisé par Nike. Moi, j'ai l'impression que c'est plus fort encore qu'en 98 au niveau de ce que ça déclenche dans la population. Bah tiens, attends, on va aller voir Lucas. Qui est dingue cette année. Et on va aller voir Lucas Vinois qui est sur les Champs-Élysées justement là. Ça y est là, le show visuel sur l'Arc de Triomphe, Lucas, avec les Champs-Élysées. Toujours noir de monde, hein. C'est ça, ça vient de commencer, la foule qui s'est déplacée comme un seul homme vers l'Arc de Triomphe, un décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0 et la projection qui a commencé sur l'Arc de Triomphe. Là c'est Antoine Griezmann qui est pour l'instant projeté sur l'Arc de Triomphe et tous les joueurs à la suite des autres qui sont en train d'être projetés et le public, les supporters qui scandent le nom de la personne projetée sur l'Arc de Triomphe. Il y a une ambiance complètement démentielle ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Merci Lucas. Oui, on voit. Je vous décris les images. On voit là le portrait de chaque joueur qui est sur les Champs-Élysées avec sur l'Arc de Triomphe, avec de l'autre côté de l'Arc de Triomphe son prénom et sa ville d'origine. Donc là on a Ousmane, Évreux par exemple. La ville d'origine, c'est pas anodin. La ville d'origine. C'est pas forcément vrai parce que ils ont pris les villes de naissance en fait. Ouais, c'est ça. Corentin, Tolisso, Tara. Mais ce qui est, en fait, c'est pas anodin. C'est parce que c'est N'Golo sur N. Une sorte d'unité de la France. C'est on met ta ville de naissance pour faire une sorte de, tu sais, comme tu avais la carte de France et puis tu sais d'où tu viens pour que tous les Français soient concernés quoi et se sentent touchés par cette équipe. On a déjà vu, on a déjà entendu on a déjà entendu qui était le chouchou mine de rien. Vous avez vu la réaction? Non, j'ai pas entendu. Ah bah ouais, j'ai fait attention. Ah bah oui. Tiens, Saber Desfarges est avec Adil Rami. Et moi qui suis français d'origine marocaine, je me suis senti sali et critiqué. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la France, diversité est championne du monde. Et pourtant, regardez, j'ai des origines marocaines et j'aime la France. Et on a 17 ou 18 joueurs qui ont des origines aujourd'hui en équipe de France. Parce que je compte Lucas Hernandez qui est espagnol. Et encore Griezmann, ça fait 19. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer la France. Voilà, c'est un beau pays, voilà. Et je peux vous, petite parenthèse pour le Maroc, qui a fait une très belle Coupe du Monde, qui a été pour moi un petit peu trompé, mais fier du Maroc aussi. Merci. Voilà, Adil Rami qui était en direct alors qu'on voit toujours les images des Champs-Élysées sur BFM Sport. C'est un type formidable, Adil Rami, c'est mon joueur préféré. T'es tombé amoureux d'Adil Rami? Toujours, toute la saison, je le dis toujours. Est-ce que vous vous rendez compte de qui est ce mec-là? Salut Gilbert, salut à tous. Salut Quentin. Quentin, t'as quel âge? 24 ans. Et ben justement, alors tu vois, Quentin, il y a un truc qui revient depuis ce soir, 19h, c'est que finalement c'est la Coupe du Monde d'une génération. Les moins de 30 ans. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai appelé c'est quelque chose que les moins de 20 ans, 25 ans ne peuvent pas connaître. Moi je suis né en 94, donc je suis supporter de l'OM, 93 on oublie. 98, aucun souvenir. 2000. Donc toi, la Coupe de la Ligue 2010, c'est un truc de dingue. Le titre de l'OM, je pleurais devant mon PC tout seul. Voilà. Mais en fait, c'est que, en plus, ce qui était beau, c'est que pour nous, cette Coupe du Monde, elle est avec des jeunes, pour des jeunes. Parce que, bien sûr, la première, ça restera la plus belle pour la France. Parce que c'est la première. C'est comme tout. Une première fois, c'est toujours beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Mais pour celle-là, c'était, parce que nous, nos parents disent 98. Je vous signale que nous, c'est 2002, on perd au premier tour. 2004, on se fait éliminer. 2006, on va en finale, on se fait le coup de boule de Zidane. 2010, on sort pas du bus. Ça veut dire que nous, on n'est pas gâtés. Et du coup, là, c'est une bouffée d'air frais. Je sais pas comment vous dire, c'est vrai, magique pour nous. Tu sais ce que dit Quentin, je sais pas s'il entend, oui. Mais c'est vrai, c'est très juste comme analyse. Moi, je me demandais pourquoi, en fait, il y avait une telle marée humaine aujourd'hui, parce qu'il y a eu de telles années, que finalement, en fait, cette Coupe du Monde-là, elle est vraiment, j'ai l'impression elle s'est fait approprier par les jeunes. 98, c'était un peu la Coupe du Monde. Ouais, c'était tout le monde, c'était la première. Ouais, mais non, il y avait un côté. En France aussi. Non, mais il y avait un côté, c'était la Coupe du Monde pour les déçus des années 80. C'est un peu la récompense qu'on avait donnée à nous qui avions ramé pendant toutes ces années. Frustré de 82,
de 86. Voilà. C'était un peu la Coupe du Monde qu'on avait donnée aux vieux, quoi. Et puis de la non-Coupe du Monde de 94. Nous, aujourd'hui, Exact, on a l'âge, t'as raison, aujourd'hui, on a l'âge d'être des parents, tu vois. Et ceux qui, à mon avis. D'ailleurs, on l'est. Et aujourd'hui, on va pas se mentir. Cette Coupe du Monde, oui. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde, elle est pour les 15, 20, 25, 30 ans, quoi. Et puis, j'ai l'impression que c'est eux qui sont en train de se l'approprier, cette Coupe du Monde. Et au-delà de ça, si je peux me permettre, c'est que du coup, en plus, on est sur une génération différente, 98-2018, et finalement, quelque part, les réseaux sociaux, Instagram. Nous, on les a suivis, les Mbappé sur Instagram, les Flotov qui font du basket, qui se tirent dans l'oreille, qui se marrent ensemble. Et du coup, on a eu une connexion avec eux. Et qu'enfin, souvent, on nous dit, les jeunes, il vous faut de l'expérience. Pas maintenant, plus tard, tu verras. Quentin, laisse la place à un jeune. Saber Defarge, qui est avec Antoine Griezmann. Oui, c'était très Saber intéressant. Defarge, quel bel homme. Alors juste précision, demain les Bleus vont atterrir à Paris vers 15h50. Les pompiers de Paris leur ont préparé vous savez, la fameuse gerbe d'eau là pour l'avion quand ils vont atterrir sur le tarmac à Roissy. C'est une tradition pour célébrer l'arrivée d'un avion particulier. T'as une gerbe d'eau qui survole l'avion, qui termine leur course sur l'avion. Et puis ensuite descendre des Champs-Élysées entre 17h et à la louche entre 17h et 19h. Voilà, descendre des Champs-Élysées. Ça peut être beaucoup plus long s'il y a beaucoup de monde. Ça peut être plus long, évidemment. À mon avis. Voilà. Alors que là, il y a un nouveau spectacle son et lumière qui a démarré à la Tour Eiffel, avec les 2 étoiles, la Tour Eiffel et bleu, blanc, rouge. Et bleu, blanc, rouge ce soir. J'adore Didier Deschamps. Bravo Jean-Luc. Jean-Luc, écoute, voilà la déclaration d'amour de Jean-Luc à Deschamps. Merci Jean-Luc. Sur le descriptif de Deschamps. Et la déclaration d'amour pour la France. Si. Pas du tout, Jean-Luc. Salut Jean-Luc, merci beaucoup. Ce que dit le tuteur, on a le droit de pas aimer comme il fait jouer son équipe, c'est moi. Mais après reconnaître que c'est une science du foot, je l'ai toujours fait. Mais non, mais t'as mis tellement de doutes sur lui. Mais j'en ai toujours, je n'aime pas sa vision. Mais sauf que c'est un magicien. Parce que c'est ton ami. C'est un magicien. T'es le seul d'ailleurs. Pas du tout. La preuve que non. La preuve, regarde. Tu l'as écouté, Jean-Luc? Ta démarche en fait. Mais il y a pas de démarche, Daniel. Tu peux toujours te tromper. Mais c'est pas grave. Fais attention à Footix. Le problème, il est fragile. Pourquoi les autres consultants de cette antenne et dans tous les médias ne le défendent pas comme toi, d'après toi? Mais en quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas en tant qu'entraîneur. Ce soir, on s'en fout. C'est tout. Tu peux pas me dire d'oublier alors qu'à la première occasion, il m'emmerde. Mais je t'emmerde dire en plus un truc qui est faux. Mais c'est pas grave. Mais reconnaît. C'est un gagneur. C'est tout. Il est champion du monde. C'est tout. Voilà. Les champions du monde. Il a égalé Zagallo et Beckham. Mais c'est pas mon pote. Il est champion du monde. Si c'est pas ton pote, tu fais comme tout le monde. Mais n'importe quoi, si c'est son pote, et alors? Mais je fais quoi? Voilà, mais alors il faut qu'il ait l'honnêteté de le reconnaître. Mais pourquoi? Mais non. Mais pourquoi les autres consultants sont pas comme toi? Permets-moi. Point final. Mais parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas en tant qu'entraîneur. Les gars. Ils le connaissent pas en tant que coéquipier? Non, entraîneur, je te parle. Il est plus joueur, là. Mais écoute, ce soir, on s'en fout de tout ça. Alors, faut pas qu'il m'emmerde, parce que Deschamps, il sinon, est je vais lui dire champion la du vérité, monde. moi. Bravo Deschamps, si tu veux. Bravo Deschamps. Deschamps, ce qu'il a fait, c'est historique. C'est la première fois qu'en France, un mec est champion du monde comme joueur, comme entraîneur. Ce mec, on peut lui reprocher 1000 choses, mais ce soir, il est champion du monde. Eh ben, bravo. Tout à l'heure, moment historique dans l'after. Dans l'after, enfin, c'était pas dans l'after, mais maintenant, ça va être dans l'after. Il y a quelques années, on a eu Silvio Berlusconi dans l'after, vous vous en souvenez? Ouais. Tout à l'heure, Mohamed Bouafsi était devant le vestiaire de l'équipe de France. Ah ouais. Il a croisé Poutine. Et là, il s'est passé ça. Écoutez. C'est une très belle victoire avec de très grands joueurs. Un score de 4-2 en finale. Est-ce que vous pouvez trouver un meilleur exemple que ça? Nous félicitons les équipes de France et de Croatie pour ce spectacle offert, ce jeu et ce beau football. Mohamed Bouafsi Vladimir Poutine est allé défier les gardes du corps de Vladimir Poutine pour décrocher une interview. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que depuis, on n'a plus de nouvelles. Alors, je sais pas où il est. À mon avis, ils vont pas le libérer tout de suite. Écoute, on ne sait pas. Mais en tout cas, bravo. Bravo Mohamed. On voulait, il a donné son corps à la science. On voulait lui rendre hommage. Ouais, franchement. Voilà. C'était tout à l'heure. Allez, 32-16, on vous attend. J'aimerais quand même vous poser une question avant, messieurs, avant d'accueillir Jean-Marc et Cédric au 32-16. Est-ce que la France, est-ce qu'on est parti pour des années de bonheur dans notre foot? Je veux dire, est-ce que on doit considérer que maintenant on a une génération qui peut nous emmener à gagner l'Euro dans 2 ans, à gagner la Coupe du Monde dans 4 ans? On sait qu'on connaît la malédiction des champions du monde. Donc personne ne va m'annoncer ce soir que la France va être éliminée au premier tour au Qatar. Demande à Jérôme, il sait tout lui. Jérôme, il te dit qu'on gagne dans 2 ans, dans 4 ans. Non, je te pose la question à toi. Ne renvoie pas la patate chaude à Jérôme. Je vous pose la question à tous les deux. Il y a que lui qui sait, parce que de tous les consultants de la Terre, dans tous
tous les médias, il y a que lui qui sait. Mais non, mais je vais répondre avant Daniel. Cette provocation, non, mais je vais répondre avant Daniel. Parce que si c'est Zidane le sélectionneur, là, ça deviendra pourri, parce que c'est pas son ami, Zidane. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Bon, c'est bien. Moi, si on me cherche, on me trouve. Ah ouais, non, mais t'as raison. Mais toi, le premier, alors toi, le grand donneur de leçons. Non, mais attends, j'ai juste une question. Toi, le grand donneur de leçons qui disait il y a quelques années, oui, quelques années, je vais te dire, l'équipe de France est championne du monde, d'accord? Le foot français va pas si mal que ça, en fait. Parce que ça dépend sous quel angle tu le prends. Non, mais depuis 98 à aujourd'hui, il y a quand même 2 titres en 20 ans, 2 titres de champion du monde et une finale de Coupe du monde. Tu sais, dans la c'est quand même incroyable. Nos clubs, ils vont pas bien du tout. Non, je te parle du foot français et tu le sais très bien. Donc toi, t'essayes d'être évasif. Après, moi, je vais te répondre à ta question. Mais l'équipe nationale, elle a connu des trous noirs. Pourquoi vous me faites une espèce de combat de coq à 2 francs? Pas du tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vous pose une question. Répondez juste à la question. Alors moi, je vais te répondre à ta question. Tout va très bien, c'est génial parce que Jérôme a très bien. Je pose l'action à toi. Arrête de renvoyer sur Jérôme. Sur l'Euro, il n'y a pas de raison pour que cette équipe elle continue pas, parce que cette équipe est jeune. Il y a très peu de joueurs qui font s'arrêter. Je pense à Rami, il l'a dit. Bon, il a pas joué Olivier Giroud, je pense qu'il va pas être loin de s'arrêter. Blaise Matuidi, est-ce qu'il aura... Et Hugo Lloris. Un gardien, c'est différent. C'est lui qui va le sentir. Mais ces joueurs-là, ont un rôle important parce que les 23 ont joué un rôle pour être champion du monde. Dans 2 ans, il y aura pas de souci pour que cette équipe, elle continue à progresser et la confiance. Et on l'a vu après le premier titre en 98, mine de rien, cette confiance, ça te donne une force supplémentaire et certainement que les joueurs, s'ils continuent à progresser, parce qu'il y a des jeunes joueurs en club, il n'y a pas de raison que notre équipe, elle régresse. Elle va en continuer à progresser. Voilà, le sélectionneur va rester, donc ils sont très contents du sélectionneur. C'est eux qui le disent, c'est même pas moi là. C'est eux qui disent que ils ont un super entraîneur. Donc, tu es optimiste, ah bah oui. Moi, par rapport à tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Après, dans 4 ans, attention, c'est autre chose. Il y aura une compétition, l'Euro entre autres, et dans 4 ans, on l'a vu, la malédiction des champions du monde. Enfin, c'est toujours très compliqué. Faisons la liste. Sur la défense de ce soir, tu peux retrouver les mêmes dans 4 ans, globalement. Ouais, exactement. Les milieux de terrain. Peut-être Matuidi va savoir. Matuidi il commencera à vieillir un petit peu, mais Kanté, il y a pas de raison. Pogba, il y a pas de raison. Devant Tolisso, il sera là. Mbappé. Et Giroud, donc Giroud va s'arrêter certainement. Donc dans 4 ans, tu peux avoir une équipe qui ressemble à 70% globalement. Exactement. À celle de, puis bon, t'as quand même des joueurs sur le banc, la jeunesse qui peut aussi. Alors Daniel, est-ce que tu es aussi optimiste que Jérôme? Alors, pour la 1000e fois à peu près depuis l'histoire de cette émission, optimiste et pessimiste ne veulent rien dire pour moi. Donc, je te dirais simplement que d'abord, on ne fait pas de pronostics, même s'il y en a qui sont magiques et qui arrivent à savoir à l'avance. Donc, moi, je te dis que entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, 60% de l'effectif a été renouvelé. C'est vrai. Que si tu regardes la Coupe du Monde 2014, c'est pareil, même si tu avais une ossature avec quelques joueurs, Lloris, Pogba, Varane, Griezmann qui étaient là, ça suffit à faire quelque chose d'important. C'est impossible de se prononcer parce que aujourd'hui les matchs coup près qui se jouent comme ça, élimination directe, c'est pas parce qu'en 98 t'as reproduit ça en 2000 qu'un tel enchaînement peut se reproduire. Aujourd'hui, on est plus. La France l'a fait, l'Espagne l'a fait aussi. On est plus dans du renouvellement rapide aujourd'hui parce que d'abord t'as dans une concurrence qui est plus grande qu'à une certaine époque. Les Allemands vont pas s'endormir, les Espagnols vont pas s'endormir, les Belges, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas de nouveau de l'ambition. Donc toi, dans cette Coupe du Monde, quand on se posera et qu'il sera possible de parler sans apparaître pour un traître à la nation, il faudra quand même reconnaître que cette réussite maximale, qui est parfois même insolente et incompréhensible, elle peut aussi s'arrêter. Parce que quand tu fais le parcours que tu as fait dans cette Coupe du Monde-là, les équipes que tu as rencontrées, les mecs qui manquaient toujours en face, une finale où on te donne 2 buts, tu provoques une réussite de dingue, tu as un groupe fabuleux. Comme on dit, la chance qui s'est construit. La chance n'arrive pas par hasard. Oui, mais elle n'est pas à un moment ça peut aussi prendre fin, tu vois. Ça peut aussi ne pas perdurer. En 2000, quand tu as été champion en 98. Juste Daniel, je coupe, mais pendant la conf de Deschamps tout à l'heure, il y a un journaliste nigérian
qui posait une question à Deschamps. Oui, la terre entière le sait. Et il lui dit, mais comment vous expliquez que toutes les grandes nations sont éliminées et ont joué de malchance alors que vous avez de la chance? Et Deschamps a dit, mais si même au Nigeria on dit que j'ai de la chance. Ouais, exactement. Enfin, les gens sont pas aveugles non plus, tu vois. Moi, je sais qu'ici, on va l'être pendant longtemps, mais tu sais, 98, on a mis 10 ans à ouvrir les yeux sur pas mal de trucs. Alors, on peut profiter un peu quand même. C'est pour ça, mais moi, c'est toi qui me posais la question. Sinon, j'avais pas du tout prévu de parler de ça. Moi, j'étais branché en logiciel vacances, moi déjà. Donc, si tu veux, entre 98 et 2000, l'équipe de France a beaucoup changé dans son style. On n'a plus du tout joué comme en 98. Si déjà, moi, je pensais que c'était impossible de gagner comme ça, en jouant de cette façon, même si j'avais dit dès le début, le plaisir viendra de la victoire et de l'émotion qu'elle procure et pas du jeu. C'est ce qui s'est passé. L'émotion et la victoire sont venues du suspense des matchs, pas du jeu. Très bien, tant mieux. Est-ce que tu peux reproduire à l'identique ça dans 2 ans? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Il y a 98-2000, beaucoup de choses avaient changé. On était beaucoup plus offensif. On avait joué différemment. Les milieux de terrain n'étaient pas les mêmes. Les attaquants avaient un peu changé. Là, si tu continues avec cet esprit-là, je vois pas pourquoi Deschamps changerait sa vision. Maintenant qu'il est le plus grand entraîneur du monde et de tous les temps, il n'y a pas de raison. On va continuer. Il sera, je pense en revanche, pas soutenu par tout le monde. Enfin, dans l'euphorie, évidemment, tout le monde va continuer à dire que c'est le plus grand entraîneur de tous les temps et pas soutenu par qui? Par les joueurs? Non, je pense pas. Les joueurs non. D'accord. Non, mais c'est après, quand même le plus important, les joueurs qui le soutiennent. Oui, bien sûr. Mais les critiques vont pas s'estomper. Jérôme, à part par toi, parce que c'est ton face. Mais les critiques de quoi? Tous les autres consultants. Mais les critiques de quoi? Mais les critiques de quoi? Mais je te parle pas des autres, je te parle de toi. Mais je te parle de toi. On peut parler de foot. Mais moi, du gars, tout. Non, mais dans les autres médias. Allez, vous êtes deux. Allez, d'accord. On est que deux. Dans tous les médias, on est que deux. Tu penses vraiment? Non, mais. Tu penses vraiment qu'on est que deux? Mais sur quoi, là? Les critiques de quoi, là? Non, mais on aura le droit. À partir de quand tu nous donneras le feu vert pour parler de jeu? Mais parce que, moi, j'attends juste que tu donnes le feu vert, mais tu peux aussi dire feu rouge toute la ligne. Mais vous êtes incroyable. Mais c'est lui qui est incroyable. C'est crash Tavalda. Allez, avale une bonne fois. Voilà, tu te dis, on est champion du monde. Voilà. Non mais ça, sois content d'analyser. Tu te dis, écoute, peut-être que je suis allé loin dans certains discours au début en disant, en jouant comme ça, on peut pas gagner. Parce que tu l'as dit. En jouant comme ça, on peut pas gagner. Ben la preuve. Ce que j'ai dit, c'est en jouant comme ça. La preuve comme quoi le haut niveau t'échappe par moment. Le terrain t'échappe par moment. Parce qu'il y a des déclarations qui sont faciles à reprendre et il y en a qui font déjà. Arrête, écoute, je vais te dire. Arrête de la faire à l'envers aux gens. Ça m'intéresse pas, c'est fatigant. Avant, ils étaient 22. Et ben maintenant, ils sont 45. Bah ouais. Bah ouais, il y avait 22 champions du monde. Maintenant, il y en a 45. Oui, d'accord, bien sûr. Oui, 45, ça change la donne. Tout à l'heure, j'étais avec Christophe Dugarry et Manu Petit, puis il y a un auditeur qui appelle le 32-16 qui dit, je suis content d'être avec les anciens champions du monde. Ouais. Mais bon, franchement, que ce soit Franck Leboeuf, Manu Petit, Christophe Dugarry, Lionel Charbonnier, tous ils sont super heureux ce soir d'être rejoints par les autres. La France a gagné, donc nous avons nos amis belges qui nous ont supportés parce que bon, ça va dans. Les Belges étaient pour la France ce soir. Ah oui, beaucoup de mon côté, de là où j'habite moi. Parce que globalement, le monde était pour la Croatie, on va pas se mentir. Ça c'est vrai. Ah non, les on se demande vraiment pourquoi quand même. C'est très étonnant. Tiens, je voulais quand même vous livrer un tweet, c'est de Pelé. Parce que Pelé tweet, faut le savoir. Donc abonnez-vous. En tout cas, il a quelqu'un qui le fait, mais. Ou il a quelqu'un qui le fait pour lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit Pelé. Attendez, parce que du coup, je l'ai perdu. Là, je vais le retrouver dans quelques. Voilà. Pelé dit, Kylian, si tu continues d'égaler tous mes records comme ça, va falloir que je remette les crampons. Dit Pelé. Oui, parce que Mbappé devient avec Pelé le seul joueur de moins de 20 ans à avoir marqué en finale de la Coupe du Monde. Il a marqué en 58. C'est incroyable quand même. Mais dans les déclats des joueurs, il y a quand même quelque chose qui est vraiment frappant cette fois. Je pense absolument pas que ce soit forcé, ça c'est totalement naturel. Et même dans les réactions en général, il y a une volonté d'affirmer on est fiers d'être français, la France, machin. Vive la République, vive la France, c'est la ritournelle des joueurs français ce soir. Une sorte de patriotisme qui s'affiche qu'on n'avait jamais vu dans le football. C'est vrai, jamais chez les joueurs français en plus. Je sais pas d'où ça vient. Tant mieux, j'aime bien ce discours-là. La France a traversé une période assez difficile ces derniers mois. Ouais, bien sûr. Les attentats notamment, qui ont mis la France dans la rue. Mais c'est pour ça que cette génération-là de joueurs a grandi aussi avec ça. Mais c'est pour ça que c'est absolument jouissif de voir autant de gens heureux. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que quand on a critiqué, on n'est pas heureux. Parce que tu penses, nous, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on
On a personne autour de nous qui est en train de faire la fête en ce moment pendant que nous on est ici, tu vois. Donc peut-être des gens pensent que à ce point-là, on voulait pas que nos proches et notre famille soient heureux ce soir, au point de souhaiter la défaite des Bleus. Il y a peut-être des illuminés qui pensent ce genre de choses-là. Non, on peut aussi participer à cette joie collective autrement, parce que nous, on est là en l'occurrence. Mais effectivement, entendre tous ces joueurs qui, comme ça, affichent à ce point leur amour de la France, oui, certainement c'est dû aux derniers événements qu'on a eu dans le pays. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir une liesse qui parfois est presque un peu effrayante, parce que tu te dis, putain, j'espère qu'il va rien se passer, qu'il va pas y avoir de problème. Il y a tellement de gens dans la rue, tu vois, des folies, des gens qui roulent sans pour l'instant, tout va bien. Des gens qui montent sur les toits, des gens qui, c'est presque flippant parfois. Il y a quand même un tweet de Karim Benzema qui retweet la photo de la célébration des Bleus avec la Coupe du Monde, le Loris qui soulève la coupe, et Benzema dit bravo les gars, hashtag champion du monde. Donc voilà, Karim Benzema qui félicite ses potes de pas entendu parler de l'équipe de France. Bah écoute, tu l'aurais pu s'abstenir, il l'a fait. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Ah oui, quand même. Gilbert Bribois. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. Bah demain sur les Champs-Élysées, et il sera là entre 17h et 19h. Non, il y aura pas Messi. On n'a pas su pourquoi il était sorti. Il était blessé avec quelque chose. Il commençait à. Bah il était pas bon surtout. Non, non, c'est pas qu'il était pas bon. Il est passé 3 fois en retard. Tu l'as trouvé bon? Non, 3 fois en retard. Non, un peu d'action. Il était proche du deuxième jaune. Et l'arbitre il connaissait. Et Deschamps, il joue super bien le coup. J'ai pensé à ça, mais je me suis dit. Ali Benner vient de rejoindre. Est-ce que tu te prives de lui, vu son niveau actuel, en pensant qu'il pouvait prendre le deuxième carton? Il a fait son pire match de la Coupe du Monde. Mais ce soir. C'est parce que les Croates jouaient bien déjà dans sa zone, et effectivement il avait du mal. Il a pris ce carton quand sur l'action où ça n'enlève rien au reste de sa Coupe du Monde par ailleurs. C'était étonnant justement de le voir pas mauvais, bien ou moins bien à ce moment-là. Il a pas été aussi bon que d'habitude. Et de faire ce choix aussi vite, quoi. C'est le jaune. J'ai cru qu'il était un peu blessé, ça m'a fait penser à Vieira 2006. Ouais, mais aucune douleur, et par contre très bonne entrée de Nzonzi qui a tout changé, quoi. Emmanuel Macron, il a kiffé sa finale, hein. Vous l'avez vu? Oh là là, je l'ai vu à un moment, je croyais qu'il allait passer au travers Alors autant Jacques Chirac, il connaissait personne, autant lui. Ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Qu'on arrête un petit peu d'être dans la retenue et qu'on lâche les émotions quand tu gagnes, quand tu fais quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que c'est beau et que c'est exceptionnel. Là, pour te dire, là on est à l'after, moi je parlerai même pas du match. Je parlerai que juste de ce qui est beau, de ce qui est excitant. On aura toujours le temps de parler de ce qui est très bien ou de ce qui est catastrophique. Dans le sens où les gens rêvent et bandent pour gagner une Coupe du Monde. On en deviendrait presque, ça serait pas normal, mais une normalité. Mais c'est plus qu'exceptionnel au moment où il y a beaucoup d'équipes. On prend l'exemple de Messi avec l'Argentine, qui court et qui bave après une Coupe du Monde. On a vu tellement d'équipes et des joueurs. Pas. Un mec de ce niveau la gagnera pas, c'est fou. Non, mais ça, Cristiano. Non, mais c'est pas que c'est fou. C'est que quand, en plus, l'équipe de France la gagne avec une équipe et en plus, un Didier Deschamps que tout ce qui touche, on arrive à un certain temps, on pensait que ça ne peut pas être que de la chance, c'est un travail qu'il fait sur lui-même et qu'il arrive à faire. Pour moi, c'est la Coupe du Monde de Deschamps. Il y a quand même un truc, les gars, hein. En 20 ans, la France a fait 3 finales de Coupe du Monde et 2 finales d'Euro. Personne n'a fait mieux. Non, c'est clair. Personne n'a fait mieux. Donc après, sur les 20 dernières années. Sur les 20 dernières années, on est numéro 1. Voilà. Donc après, avec le trou 2004. Il y a eu un trou. Enfin, sur 20 ans, c'est quand même exceptionnel. Un trou de les Allemands ne l'ont pas fait. 2004 à 2016. Les Allemands ne l'ont pas fait. Les Brésiliens ne l'ont pas fait. Les Italiens ne l'ont pas fait. Les Anglais ne l'ont pas fait. On est les premiers. Les Anglais en même temps. Ça veut dire quelque chose quand même. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire quand même qu'on a en France. Ça veut dire quand même que la France est une grande nation du football. Mais à l'étranger, et ça veut dire qu'en France, on a une succession de générations de mecs capables de nous emmener jusqu'à dans des finales de grandes compétitions. C'est pas exactement comme ça que tu vas le voir. Non, le résultat il est incontestable. Maintenant, il y a un autre truc que tu ne peux pas enlever, c'est que tu es un vivier. Oui, indéniable. Tout le monde le sait. Tu es devenu le premier exportateur de joueurs. Avec le Brésil. Touche avec le Brésil. Enfin, on va parler de l'Europe. Parce que tu es un endroit où ça joue énormément au foot et où l'ascension sociale par le foot c'est devenu très important. Maintenant,
une fois que tu t'es glorifié des résultats de ton équipe nationale, qui a toujours été un peu le cache-misère de ce que tu faisais en club, le problème, c'est qu'on te vend toujours notre fameuse formation, mais il faut faire attention, parce que notre formation, ça ne déteint pas sur nos clubs, qui sont, quoi qu'on en dise, quand même la cheville ouvrière de notre football. Parce que nos joueurs, tu les perds de plus en plus vite. Non, trop vite. Donc en fait, c'est un petit peu... ces joueurs, ils sont formés. Oui, mais voilà, c'est ça. Mbappé, il est formé. Oui, mais ça fait rien. Alors. Mbappé, il est formé où? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, j'ai compris ce que veut dire Daniel, mais Daniel, attends, ça reste quand même des joueurs français, même s'ils vont dans les grands clubs. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'en équipe de France, tu les as. Mais ils sont français quand ils reviennent jouer sous Varane, il est formé où? Umtiti, à l'étranger. 98. Varane, il est formé à l'étranger. Il s'en va très tôt. Daniel, Varane, il est formé à l'étranger. Umtiti, il est formé où? Loris, il est formé où? Tu permets que je t'explique? Non, il y a formation. Je vais te donner mon point de vue. Et après, quand tu joues en pro. La 98. T'as beaucoup de joueurs. Ils sont formés à la compète à l'étranger. Eux non, eux ils sont à la compète. Mais c'est ce qui est le plus important pour gagner. Mais la différence maintenant, c'est qu'ils partent trop jeunes. En fait, c'est comme si voilà, les mecs partent. Pogba très jeune, Varane très jeune, Griezmann à l'étranger, Lucas Hernandez à l'étranger, Pavard on l'a jamais vu en France. Non. Il est formé à Lille, Pavard. Oui, mais on l'a jamais vu. Non, pas en formation. Tu as de la en pro. Non mais ça veut rien dire. Faut être clair. Alors distinguons une chose. Pour moi, à partir du moment où tu joues en pro, t'es plus en formation. Non mais Gilbert, en fait, il faut pas tomber. T'es plus en formation. Gilbert, si tu tombes dans ce piège. Donc ça veut dire que ça veut dire que pour vous, il faut quoi? Il faut 5-6 années de professionnel pour être. En fait, si tu tombes dans ce piège, tu ne feras pas avancer ton foot. C'est ça le souci. Et on y est tombé à l'époque en 98 déjà. Et on a morflé quand même pas mal pendant pas mal d'années à notre football. N'oublions pas que notre football, c'est pas que l'équipe de France une fois tous les 20 ans ou comme tu dis une finale tous les 5 ans machin. On a aussi nos clubs, on a besoin de ça. Non mais notre problème c'est qu'on peut pas, Daniel. On peut pas les garder ces jeunes-là. Mais ça y est. Si tu développes la compétition, le problème c'est que à chaque fois qu'ils partent, quand ils arrivent dans les clubs étrangers, ça le discours n'a jamais changé. Tous ils disent maintenant on travaille beaucoup plus, maintenant on est très sérieux, maintenant le professionnalisme. Donc pendant que toi tu te glorifies de ton vivier, parce que ça, le vivier, il existe, mais il a toujours existé le vivier. Même il existera mais toujours. même en 2010, si tu vas par là, même dans notre pire période, c'était que des bons joueurs de foot. Prendre 2010, c'était que des bons joueurs de foot. Tu prends les joueurs, je pense qu'au niveau potentiel, ils sont meilleurs que ce là. Mais voilà, Ali, mais je suis content que tu le dises. On comprend pas ce que c'est que le haut niveau, c'est pas que ça. Le haut niveau, c'est comment tu apprends à affronter la compète. Et ça, malheureusement, parce que nos clubs ont du mal à progresser, même si j'espère qu'un virage est en train de s'amorcer de ce côté-là, et que peut-être, mine de rien, que le succès en Coupe du Monde peut booster même nos dirigeants, même le patron d'un club de Ligue 1, tu vois, à demander de l'exigence. Mais l'exigence que tu as aujourd'hui en équipe de France, la plupart des mecs, même quand tu me dis Mbappé qui va ressortir comme l'exception, Mbappé il passe de Monaco au PSG. En un an et demi. L'exigence, là, il est au top. Le problème, ça va être le reste. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Lemar, qui a pourtant fait une demi-finale de Ligue des Champions, tu vas voir le bon qu'il va faire quand il va aller à Atlético. Parce que là-bas, d'un coup, ça va devenir encore plus au niveau de l'exigence. Donc après, tu vas le récupérer, tu vas dire, bien sûr qu'il a été formé chez nous. Je le sais, Gilbert, je suis pas con. Mais c'est pas que ça. Il faut pas tomber et s'arrêter juste à cette première vision. C'est comment t'apprends. Donc, oui et non par rapport à ce que tu dis. Il y a autre chose. Nos clubs doivent aussi progresser beaucoup. Daniel, quand moi je jouais, j'avais la chance que pratiquement tous les gros clubs gardaient leurs meilleurs joueurs. Oui, c'est vrai. Donc tu t'aguerris chaque fois quand tu joues contre beaucoup d'équipes. Ça faisait 12 équipes, même au Auxerre, même Nantes. Là, c'est un problème économique que tu mets en avant. Exactement. Non, sinon on en revient tout le temps au même truc. Non, c'est pas ça. C'est l'argent qui te fait jouer. Oui, mais le fait de garder les joueurs. Le fait que les joueurs, quand t'as les offres à 150 millions de machin, aujourd'hui, cette année, l'argument économique, faut quand même l'entendre. Cette année, l'OM a fait finale de Coupe d'Europe. Je pense qu'un mec comme Thauvin, je pense qu'un mec comme Rami en ont tiré profit, que ça leur a permis aux deux d'être champions du monde aujourd'hui. D'avoir connu cette aventure-là, parce que sinon ils auraient peut-être pas été appelés dans le groupe, que cette expérience-là, quand ils vont revenir à l'OM, on dit pas la même chose là. Non, on parle du championnat là. Comment ça? C'est-à-dire qu'au moment où ils jouent le championnat, ils jouent des gros matchs contre juste 3 ou 4. Non mais Daniel, c'est ça qui est le processus que je voulais dire. Cette année, ce qu'ils ont fait en club, avec leur club jusqu'en finale de Coupe d'Europe, ça leur permet d'aller en équipe de France. En équipe de France, ils côtoient les autres. Ils vont revenir à Marseille. Mais sinon, ils jouent pas. Ils vont revenir à Marseille chaud de cette expérience, de cette volonté de grandir, de gagner. Et ils vont la transmettre. On va repartir en Russie. Donc, que nos clubs progressent, c'est capital. Allez, Daniel. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'exigence de ce que tu veux faire de ton club. Et ça, ce sera les nouveaux dirigeants qu'on a dans le foot français maintenant, qui, j'espère,
vont avoir cette exigence. Ça, on va repartir en Russie parce qu'on est en ligne avec Max. Vous connaissez Max, le speaker officiel de l'équipe de France. Ah, bien sûr. Il est là, Max. Il est à Moscou ce soir. Salut Max. Les gars, ça va? Ça va? Salut Daniel, salut à tous. Ouais, salut. super. Bon, là, Max, toi, tu les connais ces joueurs parce que tu les vois à chaque fois au stade. Voilà, oui. T'es l'homme qui a le micro dans la main pour tous les matchs à la maison. Et là, t'étais à Moscou. Comment t'as vécu tout ça? Oui. Bah moi, en fin de compte, en ayant fait des matchs, après la FIFA nous a demandé de revenir avec les team speakers, donc j'ai fait le quart, la demi, et j'ai eu le plaisir d'être sur la finale. Bah c'était gigantesque. Ah non, mais t'as pas entendu, non? Bah si, mais quand je faisais la composition des équipes, ça va très vite, hein. Mais voilà, il faut. Si, j'y suis depuis. Ça fait 15 jours que je suis sur place. D'accord. Ah, alors je suis tous les matchs des Bleus, je suis. Ah mais c'est sympa ça. Nous devant la télé, on se rendait pas compte, on n'entendait pas les speakers locaux, si tu veux. Bon, tu le disais en russe. Ah oui, je sais bien. Bah oui, mais il y avait le speaker croate, ils étaient tous là. À partir des quarts de finale, en fin de compte, je crois que c'est le président de la FIFA qui a fait la demande à ce que tous les speakers des nations soient présentes. À mon avis, ils ont pris exemple sur ce qui s'est passé pendant l'Euro, qui avait été une grande réussite. Et puis voilà, donc du coup, je pense que ça va être quelque chose qu'ils vont refaire habituellement. Donc voilà, j'ai eu le plaisir d'être sur la pelouse et de rester pour pelouse pendant tout le match, à côté pas loin du banc de l'équipe de France. Et voilà, c'est une expérience gigantesque. Bon, alors raconte alors, qu'est-ce qui t'a marqué? Bah, ce qui m'a marqué particulièrement, déjà le stade, l'ambiance, tout d'une manière générale. Moi, je trouvais ça absolument dingue. Et puis, j'ai écouté vos débats, effectivement. Alors, on n'était pas serein, bord pelouse, évidemment, le match pas vu comme tout le monde. Moi, je suis pas spécialiste et journaliste, mais c'est vrai que c'était la première mi-temps, lorsque c'est terminé en menant 2, on était quand même, on était plutôt soulagés. On espérant que l'équipe de France. C'était un quasi miracle, même, je pense. Sur la première période, après moi je suis pas journaliste, je vois ça comme ça d'un œil vraiment de fan et de supporter des Bleus, mais en deuxième période c'était peut-être un peu plus équilibré, mais c'est vrai que voilà, entre le but contre son camp et le penalty, la main, bon, écoute, on est heureux. En tout cas, c'était une belle fête, une belle ambiance qui s'est terminée sur des trompes d'eau. Mais en tout cas, c'était top. C'est une super, en tout cas pour un speaker comme moi, d'avoir été appelé, d'être comme ça venu sur une Coupe du Monde et d'être speaker le temps d'un quart, demi d'une finale de Coupe du Monde, ça me change un petit peu de la finale de l'Euro que j'avais faite face au Portugal, où là, quand tu termines, t'as le micro dans les mains, tu sais plus vraiment quoi faire. Là, effectivement, c'est un peu différent, c'est top. Bon, t'as pas une ou deux anecdotes, là, les joueurs à la fin du match, pendant, on veut tout savoir, nous. Malheureusement, non, je n'aurais pas ça. Je pourrais pas te donner ça, Gilbert. Je sais pas. Tu sais, c'est très réglementé, déjà. T'as pas le droit. C'est encore plus avec les sécurités. Non, mais je ne pars que demain, donc je te promets que je vais essayer de récupérer. Quand t'es rentré, tu viens dans l'after, tu nous balances tout. Avec plaisir, Gilbert. Il y a pas de problème. Non, mais c'est sympa d'avoir appelé. C'était vraiment pour le plaisir de vous faire un coucou. Moi, je vous écoutais tout au long de la compétition. Ça m'a fait du bien d'écouter. Je vous écoute tout le temps et c'est vrai que là, j'écoutais Daniel, j'écoutais tout le monde. Voilà, c'est un kiff de vous écouter, ça fait plaisir. Vous entendez battre. Voilà, c'est merveilleux. Vraiment, vous me faites kiffer. Merci Max. Merci Max. À très bientôt. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. Il le sait, Daniel. J'écoute, je ne lâche rien avec vous. Écoute, tu viendras un de ces soirs, nous voir. Salut Max. À très bientôt. Speaker officiel des Bleus. Voilà. Alors que sur BFM Sport, on voit des images de la Coupe du Monde avec Benjamin Mendy. Il y a quand même des types avec un sacré caractère dans cette équipe, mine de rien. Moi, chaque fois, je me fais la réflexion. Les Benjamin Mendy, les Adil Rami qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a des mecs qui ont été très forts pour l'unité du groupe. C'est important. Pour l'ambiance, et c'est effectivement très important pour que le groupe aille vers la performance. Ouais. Par exemple de Mandanda, je pense, qui doit être très important, ces fameux 3 gardiens où ça se passe bien. T'as avec un petit jeune plus Mandanda et Loris, alors qu'avant on avait un Ruffier qui était en concurrence. Ça a été aussi important. Après, tu as des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, comme Thauvin, comme Rami, qui l'a aussi, Mais bon, quand t'es remplaçant, que tu joues pas beaucoup de temps et que tes coéquipiers gagnent... Là, il y en a 2 qui ont joué 0 minutes, c'est Rami et Areola. Tous les autres ont joué. Areola, un peu plus normal. Mais Rami, c'est vrai que il aurait plus la chance de jouer contre le Danemark. Mais là, ce qu'on dit, c'est que quand les autres gagnent, en général, l'ambiance est bonne et les remplaçants l'acceptent beaucoup mieux. C'est quand ça va un peu moins bien que là, il peut se passer des choses. Donc, tout s'est passé exactement comme il fallait pour Deschamps et ses joueurs au fur et à mesure qu'il y a eu des victoires et des qualifications. Ça me fait penser, je vous ai pas donné ça depuis le début de l'after. Meilleur joueur du tournoi, donc élu par la FIFA, Modric. Meilleur jeune, Mbappé. Meilleur gardien, Courtois. La première mi-temps, on a eu peur. Ah bon? On se faisait bouffer par les Croates.
Mais un match. Ah, je croyais qu'on avait tout contrôlé, moi. Mais je dis un match, par contre. Qui a dit ça? Un match, c'est 90 minutes, un match. Et quand tu vois que les Belges pleurent après, que les Croates, que j'adore dans la façon de jouer, ben, après, s'étiolent et ne sont pas assez agressifs devant le but, quand tu domines, arrive un certain temps et que les ballons, ils passent devant le but, ben, tu te dis à un moment, Daniel, Mandzukic, il est pas censé être seul à la réception. Et s'il y en a un qui sortait du milieu de terrain au lieu de regarder, c'est comme ça que tu fais la différence et que tu te mets un but et que c'est toi qui mènes au lieu d'être mené. Non mais attends, moi ça me dérange pas de faire ce débat un peu calmement, mais en gros, qu'est-ce que tu veux dire, Daniel? En gros, la France a gagné moche. Oh non, moi je veux pas. Non, c'est bon. C'est ce qu'on disait du Portugal il y a 2 ans. On a fait ce débat. Pas, hein, ça n'existe pas. Gagner mais sauf que là, t'es en Coupe du Monde, t'as gagné. Moche, beau, pas beau, plus ou moins moche. Ce soir, tout le monde s'en fout. Est-ce que c'est pas ce qui a toujours été dit? Gagner moche? Non, que si tu vas au bout du bout, tout le monde s'en fout. Voilà. Bah, spécialement dans la Coupe du Monde, quoi. Je veux dire, c'est un truc tellement rare. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais après, ça t'empêche pas que en 98, 10 ans après, tout le monde le disait que c'était moche. On l'a toujours dit après. Mais sur le moment, c'était la liesse générale. Non mais aujourd'hui le dire. Non mais rappelle-toi qu'à l'époque quand même, après 98. Alors il y a beaucoup de journalistes. On vous a mis l'ambiance sur les Champs-Élysées là, vous entendez? Sauf ceux qui ont attaqué Jacquet à l'époque sur sa personne, parce que ça, je trouve que c'était pas très élégant. C'était pas très élégant sur sa personne. Mais les autres, ils avaient quand même le droit de dire que l'équipe de France leur plaisait pas ou quoi. Puis après, attends, la notion de mocheté, elle est relative. On peut estimer que Deschamps a tiré la quintessence de ce qu'il pouvait avec cette équipe, qu'il a mis en place une stratégie. Tu crois qu'il peut pas mieux jouer? Non, mais qu'il a mis en place. Non, mais attends, je fais l'avocat du diable. Qu'il a mis en place une stratégie. Je te dis, qui a mis une stratégie gagnante, notamment ce soir, cet après-midi face aux Croates. Donc voilà, ça fait, c'est aussi d'un pragmatisme fantastique quelque part. À partir du moment où il gagne. Il y a une difficulté de l'analyse, c'est quand la vérité, elle dépend souvent du point de vue. En tout et surtout dans le foot. Quand tu es supporter, que tu es dans un moment d'absolue liesse nationale comme on a aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux analyser le style ou quoi ou qu'est-ce? On s'en cague complet. Maintenant, imagine que tu veuilles rester neutre, que tu te places en habitant, j'en sais rien moi, de l'Argentine, du Brésil, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne. Dans ces pays-là, tout le monde dira la Croatie, ça joue mieux au ballon que la France. Voilà, parce que t'es neutre. Parce que t'es neutre. Il y a peut-être plein de gens qui disent que cette équipe de France leur plaît pas. Tu fais des débats internationaux, on te dira ah bah oui évidemment l'Allemagne qui gagne en 2014 c'était quand même plus agréable à regarder. Mais aujourd'hui, à l'instant T, en France, quand t'es dans cette joie qui sans commune mesure, parce que là c'est du délire absolu tout ce qu'on voit. Mais qu'est-ce que tu veux être entendu sur un débat là-dessus? C'est pas possible. Tu le feras dans 2 ans. Dans France 98, il y avait pas d'émission de débat à l'époque. Non. Quand on est arrivé les premiers à dire, mais vous vous souvenez, après il y a eu des livres d'écrits, il y a eu des articles sur l'histoire du jeu. Et d'un coup, France 98 est tombé comme un château de cartes. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était pas beau? Qu'est-ce que c'était pas ça? C'était les 3 milieux de terrain des château de cartes. Ils sont champions du monde, les mecs. Ça a fait rêver toute la France. C'est pas tombé comme un château de cartes. Pardon. Ce qui est tombé, c'est le côté l'analyse dans le jeu, ça existe. Les gens qui aiment parler de ça et tout, c'est comme, je sais pas. Oui, mais non, parce que France 98, chacun se souvient aussi des gestes de Zidane, des trucs, tu vois. Oui, mais quand tu fais des analyses globales, tu disais, ouais, c'est quand même pas une super équipe. Mais ça a mis 10 ans avant d'être dit. Voilà. Mais je pense pas que ça soit comparable parce que à ce moment-là, tu joues contre le Brésil, qui est vraiment une grosse équipe et qui joue bien avec des grandes stars et qui plus est, tu gagnes 3-0. Là, dans le sens, cette équipe-là, elle tombe. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette finale-là qui était incroyable. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. On a beaucoup de polémiques aujourd'hui dans les clubs, des joueurs qui ont des égos, des joueurs qui ont des problématiques, les agents qui gèrent d'abord leur carrière. Et là, il y a rien eu. Ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble et depuis toute la semaine, on entend des joueurs qui ont sens des champs et qui ont complètement adhéré à son système de jeu. Et en même temps, les joueurs ont accepté ça. Ils ont accepté la méthode Deschamps. Exactement. Ils ont accepté le système. Moi, Griezmann, je veux dire, depuis les 8e de finale, il est replacé. Il n'est pas sorti du tout de la fin du match depuis le 8e de finale. Il sert les 20 dernières minutes, c'est le mec qui canalise. Il sert à droite, à gauche, il se replace. Et donc, d'ailleurs, il y a un truc qui va dans ton sens, Jérôme, c'est les joueurs. Tout à l'heure, il y en a pas mal qui parlaient de l'état d'esprit. Ouais. Et Deschamps l'a dit aussi. Il dit voilà, il y a eu un état d'esprit parfait pendant toute cette compétition. La fameuse phrase, ne rien lâcher. Voilà. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'ils ont effectivement rien lâché. Puis j'ai l'impression qu'en fait, ça fait 2 mois qu'ils avaient décidé d'être champions du monde, quoi.
Ils ont été préparés pour être champion du monde. Physiquement, ils ont été préparés pour être là. Et même s'ils ont une première mi-temps difficile, la deuxième mi-temps, une fois qu'on a évacué la bourde de Loris, je veux dire, et là, ils ont tout tué, quoi. C'est des tueurs. Les mecs, c'est des tueurs. C'est vrai, et tu sais que il est 23h25. Moi, je suis là depuis 20h, et j'écoute depuis la fin du match. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de la bourde de Loris. Ouais, parce que celle-ci, moi, je veux dire, elle m'a tendu, quoi. Celle-ci, elle m'a tendu. Celle-ci, elle peut remettre, de 5 minutes. Elle a fait flipper tout le monde, oui, on va être clair. Ouais, peut-être, t'as quand même il y a 2-3 actions sur les côtés qui sont hyper dangereuses. Les Croates. S'il marque les Croates, tu te fais dessus jusqu'à la fin. Non, mais s'il le fait à 3-1, c'est différent. Ah oui. Voilà, c'est surtout ça. RMC After Russie 2018. Gilbert Bribois. On a Benjamin Pavard. Eh ouais, Benjamin Pavard. Mais franchement, qui vous aurait dit il y a 3 mois que Benjamin Pavard c'est champion du monde? Le mec il joue en D2 allemande il y a 2 ans. Pavard. Il a mis mais c'est quand même Ali Benarbia, Daniel Riolo, c'est un truc de dingue. J'en parlais avec William Gallas. Il y a des parcours extraordinaires quand même. J'en parlais avec William Gallas tout à l'heure. Ouais. Pratiquement 9 ans en équipe de France. À bouger, ça et tout pour essayer d'avoir quelque chose. Et au final, William, il n'a rien gagné avec l'équipe de France. Non, il joue une finale en plus, penalty comme ça, tu te rends compte? Et là, t'as Pavard qui est censé être en vacances du côté de Tourcoing. Le mec, il se retrouve en finale de Coupe du Monde. Hein? Et ils sont il est pas prévu. Pavard, qui soit dit en passant, a mis ce but contre l'Argentine, mais pardon, dans le match de ce soir, qu'est-ce qu'il a souffert? Première mi-temps, une cata. C'est normal qu'il souffre. Deuxième mi-temps, il était un peu mieux. Il se retrouvait face à Perisic. On savait, et Strinic, encore Strinic à 50%. On savait que, à la fois Mbappé, moi je savais, et Pavard allait souffrir. Mbappé, je savais que contre Strinic, il allait avoir du mal à passer. Mais le pauvre Pavard, et ce qui est normal, tu vas pas demander à un mec, ça fait pas longtemps qu'il joue, en finale de Coupe du Monde, il arrive, il est serein, il défend bien, il joue. Ah ben attends. Déjà la demi-finale contre Hazard, le pauvre. Non mais là, il a bien vu qu'il tournait un peu en bourrique, mais là c'était dur pour lui. On s'amuse à comparer William Gallas, qui a joué quand même dans des grands clubs, qui a joué 9 ans en équipe de France, avec Pavard qui arrive nulle part. Avec Pavard. Exactement. Mais en fait, quelque part, c'est un côté un peu limite rassurant, c'est-à-dire que le foot est un jeu, donc il se passe des trucs parfois irrationnels que t'attends pas. Là, cette année, des rebondissements, tout était irrationnel. Hein. Donc, bon, je sais pas, je trouve ça quelque part c'est génial. Et c'est ce qui est beau. C'est con pour William, plus qu'on adore, il fait partie de notre Dream Team. Mais tu sais, je vais dire une chose, tu sais, dans l'équipe de Croatie, l'arrière gauche qui nous a plu, Strinic, le mec il est à la Samp, il est pas titulaire, pas tout le temps, il va signer à Milan, il marque les esprits de personne et il fait une belle Coupe du Monde. Ah, moi j'adore. Et il y en a d'autres dans cette équipe ou dans d'autres qui sont allés loin. Qu'on découvre dans la Coupe du Monde. Mais par contre, ça va ouvrir à beaucoup de nations. Après, faut voir comment tu gères tout ce qui t'arrive après. Hein. Daniel, à beaucoup de nations qui regardent cette Coupe du Monde, elles vont se dire quoi? Mais on a quand même nos chances. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'ils disaient souvent? On participe, mais bon, les gros... rappelle-toi... Là, ça va donner envie à beaucoup de nations, comme je te parle, le Chili, ou dire on est capable de pouvoir gagner quand même une Coupe du Monde. La France nous a montré qu'on pouvait être capable. C'est les mecs qui sont bons. Enfin, la liste, elle serait marrante si un soir à l'occasion, mais des mecs qui ont été brillants sur des finales et qui après ont disparu. Mario Götze s'est jamais remis de son but en finale. C'était une merveille du foot allemand. Tu te souviens un autre latéral? Tu te souviens d'un latéral qui sur une Coupe du Monde a touché les étoiles et a disparu? Fabio Grosso, qui est allé à Lyon après. Ah oui, mais Fabio Grosso a touché les étoiles avec l'OL. Ça, tu l'as oublié. Avant. À Lyon, quand il arrive à Lyon, il est champion du monde. On voit pas. Il avait été impressionnant. Et pendant cette Coupe du Monde, avant, c'était un bon joueur d'un petit club. Il était à Palerme. Il arrive là, il met le péno, il met le but en demi-finale. Et après, il a jamais géré ça. Ça existe. Après, c'est évident. Comment tu digères tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu peux pas monter plus haut, Daniel. Tu peux que redescendre quand tu gagnes une Coupe du Monde. Et là, c'est pour beaucoup de joueurs, c'est pas évident. Ah, il y a eu quelques incidents dans Paris ce soir vraisemblablement. Je pense que c'est pas fini, ça part moyen. Là. Faut rappeler qu'il y avait quand même 90 000 personnes à 14h cet après-midi sur le Champ de Mars, donc sous la Tour Eiffel à Paris, qu'on estime à plus d'1 million le nombre de personnes qui avaient sur les Champs-Élysées ce soir. Combien 1 million.
Ouais. Mais non. Si. À partir du moment où c'est plein. Rappelle-toi en 98, c'était plein de l'Arc de Triomphe à la Concorde, 1 million. Bah là, ce soir, c'était plein pareil. Les périphes. Ils arrivent tous du périphérique sur les champs. Incroyable. Tous. Plus. Et là, on parle que de Paris. Et là, t'ajoutes toutes les villes de France pleines. Marseille tout à l'heure. Lyon, Nantes et les autres. Les quais, ça doit être saturé. Comment tu fais? Le quartier était bloqué. Tu fais par la Grande Armée. Tu vas aller à pied. Ça doit être même bloqué. Ça doit être terrible. En direct de la rédaction de RMC Sport, c'est le journal moyen de la Coupe du Monde. Lloris qui dégage, et puis Tana qui siffle. La France est championne du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie 4-2, 20 ans après le titre de 98. Et on ne peut que s'empêcher d'avoir une pensée à Thierry Roland qui avait raison. Putain, ça fait du bien. Putain, quel pied de voir commenter un match de Coupe du Monde avec une finale à la clé remportée par l'équipe de France. Ça fait du bien, capitaine Larquet. Oui, beaucoup de bien, merci les Bleus. Formidable. Et bon, je dois dire que dans le studio, je suis le seul à ne pas pleurer. Champion du monde, je suis le seul. On a perdu tout le monde dans le studio. Heureusement, il y a encore Jean-Michel qui tient la baraque pour sa dernière. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la dernière de Jean-Mimi Larquet. Bon, vous l'avez entendu, vous avez même peut-être perdu vos oreilles au passage. Mais Jeannot, il a tout donné à la radio. Mais bon, alors apparemment... Là, ton dernier journal moyen part en live. Ah bon? Parce qu'on n'a pas la suite. On n'a pas la suite? Ah non. Ah mince, quel dommage. Parce que je sais pas, un problème de son, un problème de... Dommage. Champion du monde. Le journal moyen explose en vol, messieurs. C'est dommage. On n'a pas la super suite. vanne. La suite, c'est tout. On t'a dit qu'on n'avait pas la suite. Pas mais la il a suite pas non compris. Plus. Ah non, mais rien du tout. On n'a rien. On n'a rien, c'est fini. Okay. Tu croyais qu'il blaguait en fait? C'est sympa. Bah non, je pensais qu'il y avait Moi, je pensais qu'on avait plus. Il n'y a plus rien à se finir. On fait le quiz, au revoir tout le monde. Allez, on se barre. Moi, je suis Cédrouet, l'homme de la nuit. C'est ma dernière apparition dans la finale. Mehdi Grégoire. Je suis dégoûté. Il arrive à quelle heure, Mehdi Grégoire? Personne n'a salué le parcours des Croates. C'est quand même très honorable. Grand coup de chapeau à Dalic, le sélectionneur croate. On avait beaucoup parlé avec Ali hier soir. 4 millions d'habitants. Je l'ai encore dit aujourd'hui. Extraordinaire. Et même la finale qu'ils font, je me suis régalé. Est très bonne. Moi, Première mi-temps, ils sont au-dessus, ils jouent très bien. C'est super équipe. Modric, c'est le meilleur joueur du tournoi, vous adhérez? Oui. Je le mets. Moi, je le mets bien. De toute façon, c'est un joueur qu'on adore. Et s'il gagne. Et Harry Kane, qui finit meilleur buteur par ailleurs, ça aurait peut-être pu être lui aussi. Il m'a pas plu, Harry Kane. Non, Harry Kane, il a mis les buts dedans, mais enfin, 3 pénaux, non. Oui, il y a les matchs contre le Panama. Il y en a même un, il y a été attribué à Harry Kane, il a même pas fait exprès. Le ballon lui a rebondi sur le pied. C'est ça quand t'es bon attaquant. Même quand tu fais une fête. En fait, j'arrive pas à le voir ce but-là. Pourquoi il arrive à 6? J'arrive pas à trouver le 6e. Ouais. Tiens, bon, on l'a retrouvé, l'extrait de Captain Larquet. Ah, bah, on va peut-être se quitter là-dessus avant de passer la main à Jean-Christophe Drouet. Notre Captain Larquet qui part à la retraite après une nouvelle victoire en Coupe du Monde. C'était tout à l'heure aux alentours de 19h50. Nous sommes ravis du temps à venir où nous allons pouvoir profiter de merveilleux moments à tes côtés. Avec tout notre amour, Peggy, Grégory, Anthony et Manon. Ce sont mes enfants. Voilà, Captain. Il voulait absolument que ce soit lui. Je vais avoir du temps de libre pour eux. Bien sûr. En tout cas, ils sont fiers de toi et ils voulaient te le dire maintenant. Ça y est, c'est fini, Captain. On t'entendra plus sur RMC. Non. C'est dur quand même, c'est terrible. Je croyais que ce serait moins difficile. Ah oui, même avec un titre de champion du monde. Ouais, mais bon, je quitte une belle famille. Ah oui. On est d'accord, Captain. Merci pour toutes ces années. Merci pour tout. Et bonne continuation. Bon courage pour la suite, pour la retraite. Il a fait chialer. Ouais, mais c'est ce qu'il voulait, Jean-Louis. Et il a réussi, bravo Jean-Louis. Ses enfants voulaient lui livrer un dernier message. Joueur, consultant, le premier des consultants. Le premier. Et puis le travail dans le foot, puisqu'il y avait eu Albaladejo quelques mois avant. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça. Le travail qu'il fait, je veux dire, dans la Ligue Pyrénées-Orientales, Pyrénées plus ses stages, Atlantique. Pyrénées-Atlantique, et ses stages qu'il fait, il a toujours été en contact avec le football. C'est un gros travail. Donc il a connu à la fois le monde début professionnel, et il connaît très bien le monde amateur parce que il travaille aussi beaucoup pour les clubs et beaucoup de choses bénévolement. Donc il connaît vraiment toute la palette de football. Bon vent à lui et qu'il ait du temps maintenant effectivement pour ses enfants. Et pour ses stages. Et puis si dans 6 mois il veut revenir, nous dans l'after on l'accueille. On va l'appeler de temps en temps. Peut-être qu'avec lui ça marchera. Parce que y en a qui sont privilégiés. Tu nous amènes des branquignoles comme Perron, le mec, dernier journal moyen, il foire tout. C'était mon dernier, j'ai plein de mois. Bon c'est pas grave. La France est championne du monde. L'after Russie 2018. Gilbert Brébois.
Et alors l'équipe de France était à l'Elysée. Ils sont restés longtemps à l'Elysée, les Bleus là. Pour ceux qui ont tout raté, ils sont arrivés vers 17h en survolant la Belgique pour la deuxième fois. On dit certains tweetos. Même Maastricht, c'est assez drôle. Voilà, ouais, ils sont pas passés loin. Et ils ont atterri. Alors ça a duré des plombes entre la sortie de l'avion, le bus pour aller sur les Champs-Élysées. Et au final, ils ont passé que 10-15 minutes sur les Champs-Élysées. Ce qui est quand même un peu dommage, je trouve. Ça a été fait un peu à l'arrache. Un peu, bon, il y avait quand même des gens qui attendaient là depuis 4 heures sous le cagnard. Mais j'ai même quelque chose à dire par rapport à ça, si je peux me permettre. Bien sûr. Je trouve que l'équipementier a été même un peu avare. Je pense qu'ils auraient pu préparer un truc. Effectivement, quand ça fait 4 heures que tu attends, t'aurais pu quand même jeter des petits goodies, quoi, des petits souvenirs, parce que c'est quand même 20 ans après. Voilà, les compositions de Sam, envoyer les maillots à gratos. Des petits t-shirts. Mais des petits t-shirts. Je pense que des petits t-shirts ou des porte-clés. Voilà, je pense que ça aurait été sympathique, et je pense que ça aurait été en tout honneur pour l'équipementier. Tour de France. Non, mais ça marche, ça fait 20 ans, c'est la deuxième étoile. Je pense que voilà. Non, mais moi je trouve ça dommage que le bus, franchement, t'avais les policiers qui envoient les images sur BFM Sport qui faisaient un footing à côté. Protocole de sécurité, j'imagine que. Et même, moi je pense que même les 20 derniers mètres, pourquoi pas descendre à pied, puisque se rapprocher un peu plus du public, parce que faut quand même pas oublier. Ce public paye quand même les maillots 150 €, quoi. Je trouve que entre 100 et 150, c'est les plus chers. Oui, c'est les plus chers. Là, je suis à 2 étoiles, là, je crois que ça va être 80, d'après ce que j'ai. Ah, ça, c'est le petit basique, ouais, mais bon, c'est la petite taille, celle-là, c'est pas pour moi. Ah non, c'est pas les double XL pour toi. Ça, pour toi, c'est plus cher. Alors ensuite, Élysée. Alors par contre, ça, moi, je dois dire que j'ai bien aimé. Ouverture de l'Élysée, c'est quand même un lieu solennel, qui est pas ouvert tous les jours à tout le monde. Là, c'était rempli de gosses qui jouent au foot, les gamins qui venaient des clubs d'où sont originaires certains des joueurs de l'équipe de France, donc Suresnes, Roissy-en-Brie et d'autres. Voilà. Et donc c'était une espèce d'énorme colonie de vacances avec le couple Macron, tous les joueurs, la Marseillaise chantée sur le perron. Là, c'était un peu le délire général. Ça, moi, je trouvais ça plutôt sympa, bien fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bien fait. Voilà. Maintenant, moi, j'ai quand même une question. Alors, je veux pas foutre le bordel, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est une réplique de la Coupe du Monde que les Français ont désormais dans les mains. J'aimerais bien savoir, on n'arrive pas à avoir l'info. Alors, la vérité, c'est que je m'en fous complètement. Même si t'as l'info, qu'est-ce que ça peut faire? Bah ouais, mais non, c'est pas la vraie. C'est nul quand même si c'est pas la vraie. Ouais, mais donc en fait, c'est quoi l'histoire? C'est une question de sécurité. Vous savez que tu sais qu'il y a plusieurs répliques. Et c'est quoi l'histoire de? Vous savez que le Jules Rimet a été volé une fois. Vous savez donc. Celle-là a été fondue au Brésil. C'est quoi l'histoire de pourquoi les Allemands l'ont pas gardé la dernière fois? Bah tu sais, normalement quand tu l'as gagné 3 fois, tu pouvais la garder et tout. Ah, bah écoute. Mais si, quand tu gagnes 3 fois le même trophée, la Jules Rimet, les Brésiliens l'ont gardé. Celle-là, il y a que les Brésiliens qui l'ont gagné 3 fois. Les Allemands qui l'ont gagné 3 fois, cette coupe-là. Parce que cette coupe-là, elle arrive en 70. Oui, donc ils l'ont gagné 74, 90 et la dernière fois. Mais pourquoi il y avait une explication pourquoi ils ne l'avaient pas gardé? Je crois qu'ils avaient arrêté le truc des 3 fois. Mais je crois que ça a été arrêté. C'est maintenant que je crois que ça a été arrêté. Ça compte plus. C'est parce que je pensais que les Allemands devaient la mettre au chaud et qu'on en fera une autre. Enfin bon, bref. Après, moi, je trouve que c'est un peu quand tu la gagnes. Quoi. Enfin bref. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon rien de fracassant, pas de révélation, pas de grand bouleversement en équipe de France. On a vu à l'Élysée que Pogba était un peu l'ambianceur du groupe, qu'N'Golo Kanté était timide comme une gamine de CM1. C'est incroyable quand même ce type. C'est maladif. C'est maladif. Et même Mbappé, vous avez vu, hyper discret sur le bus, l'Élysée toujours en 4e ligne. Il est jeune, il doit se mettre en avant. Non, au contraire, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien. Le fait il faut être naturel, il faut pas forcer sa nature. Moi, c'est pas un jugement, je constate juste. Non, parce que dans ce genre d'événement un peu spontané, tu vois la personnalité des gens. Tu vois qui prend le micro, Pogba il fait son show, Mendy il vient faire son show. Ouais, c'est les personnalités qui s'expriment. En plus quelque part, il reste un peu à sa place en disant que il a déjà été honoré en tant que meilleur joueur de la Coupe du Monde. Pourquoi encore venir se mettre trop? Meilleur jeune. Je pense que ça peut être mal interprété, quoi. Je pense que c'était très bien comme ça. Je pense que Pogba, que Pogba se mette en avant. Voilà. En voyant le protocole rompu. Tu vois tout à l'heure avec donc là je résume, les joueurs étaient en photo, prise de photo devant le perron de l'Élysée et là ils ont chanté la Marseillaise de façon spontanée. Et il y a eu cette improvisation de Marseillaise que j'ai trouvé très intéressante. En tout cas cette séquence, comme disent les analystes politiques, m'a plu, m'a interpellé et
elle recolle un peu avec ce qu'on a vu durant toute cette compétition, notamment vers la fin, où on a entendu les joueurs avec ce nouveau slogan qui est quand même un peu fou, quoi. Vive la République et vive la France. Alors tu sais qu'on sait d'où ça vient. Ah. Et c'est François Malardo qui l'a raconté, c'est que le responsable de la sécurité des Bleus, qui s'appelle Mohamed Sanadji, qui est là depuis 15 ans, qui est un militaire, c'est un type qui en fait a pour habitude, quand il serre la main des gens qu'il connaît, un peu sous forme de boutade, mais pas que, parce que le type, bon voilà, il incarne quand même l'autorité militaire. Et à chaque fois, il dit bonjour, vive la République, vive la France. Et en fait, vraisemblablement, les gens ont repris ce truc-là qui venait de ce gars-là qui reçoit de la sécurité. Donc voilà, on a des nouveaux éléments de langage dans cette Coupe du Monde, une mise en avant du patriotisme, du drapeau, de cette fierté d'être français qui a été répétée à de nombreuses reprises. Et je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas si longtemps, et l'after était déjà là, c'est dire si ça fait pas longtemps, le nombre de discussions et de polémiques qu'on a eues sur la Marseillaise. Est-ce qu'il faut la chanter, pas la chanter? Est-ce qu'il faut obliger les joueurs à la chanter? C'était très gonflant comme débat. On était d'accord là-dessus pour dire qu'il n'y avait pas à forcer personne et que ça devait venir naturellement. Là, il semblerait que ça vienne naturellement, puisque tous le font, ils l'improvisent sur le perron de l'Élysée. Voilà. C'est Giroud qui l'a entamé. Et toutes ces polémiques qu'on faisait là-dessus, alors quoi? Les choses ont changé, les choses ont évolué. On n'a pas encore entendu, si, on a entendu parler de cette équipe de France qui, pour le coup, est réellement diverse. Alors qu'en 98, c'était bidon, le fameux Black Blanc Beurre. Ça a été un slogan marketing qui s'est retourné contre l'équipe d'ailleurs. En tout cas, ça a tenu jusqu'en 2001. Mais parce que de toute façon, ça n'était pas vrai. Donc ça a été une supercherie. Là, pour le coup, c'est non seulement incontestable, c'est une réalité. Et quand pendant des années, l'histoire politique récente de la France a fait que le drapeau, l'hymne national, ça a été préempté et abandonné à un parti politique, malheureusement abandonné et préempté par un parti politique, eh bien moi je suis absolument satisfait de voir que les joueurs de l'équipe de France, que ces joueurs-là, cette génération, disent très haut être fiers d'être français, sans renier leurs origines, puisque tous disent l'un et l'autre, et ça c'est plutôt bien. Alors que dans notre histoire sociale et politique, dans les années 80, les années 90, on faisait une grande promotion de la diversité, mais on s'arrêtait là. On disait, mais d'un autre côté, hop, drapeau machin, on les avait abandonnés au FN. Non. Ce qui était bien à faire, c'est bien sûr quand tu n'oublies pas d'où tu viens, mais tu es français aussi et tu dois être fier de l'être. Et bien là, c'est exactement le discours qu'on entend. Je ne sais pas si ça tiendra, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça pourra représenter sur le long terme, quel symbole ça va pouvoir avoir, est-ce que ça va parler à la jeunesse, mais en tout cas, c'est le constat qu'on fait et c'est ce qu'on voit. Et cette équipe, oui, là, a clairement. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de récupération politique pour évidemment tout le temps dire diversité machin, parce que eux l'ont fait, mais en disant on est français, fiers d'être français, et on n'oublie pas d'où on vient. Et ça pour moi c'est ce qui fait qu'un pays peut vivre bien ensemble. Salut Jonathan, t'étais sur les Champs-Élysées cet après-midi? Ouais, j'étais sur les champs avec mon fils cet après-midi pour fêter un peu tout ça. Ouais. Et je vous ai entendu en parler au début de l'after. C'est passé très vite. En gros, j'ai plus eu le temps de voir la patrouille de France que les Bleus. Voilà, mais clairement, j'ai une belle vidéo de la patrouille de France, mais moi j'ai rien vu du but. J'ai vu un fumigène devant moi rouge avec Didier Deschamps et la Coupe du Monde, que j'avais déjà vu en 98, donc les nouveaux, du coup je les ai pas vus. Ah merde. Donc mon fils, il a eu la chance, il était sur mes épaules de voir un petit peu, mais franchement j'ai trouvé ça dommage, de pas courir. T'as été déçu? Fallait rester à la télé, t'aurais tout bien vu. Quand t'attends 4 heures, j'ai pas entendu Daniel. Non, je blaguais, mais c'était pas de bon goût, étant donné que t'as un peu galéré aujourd'hui. On a à peu près le même humour, Daniel. Non, je disais, fallait rester devant la télé, t'aurais tout vu, mais je suis désolé parce que t'as passé une sale journée. Tu vois, j'ai pris un RTT et au final, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, mais tu vois, je voulais le faire vivre à mon fils. Moi, je l'ai vécu, j'avais 13 ans, j'allais avoir 14 ans en 98. Donc, je sais pas, en plus de ça, je suis aussi binational, donc, franco-espagnol. Je l'ai vécu en Espagne. En Espagne, on a communié. Enfin, c'est un souvenir que j'ai qui est extraordinaire. Et là, je comprends pas en fait comment ils ont pu passer à côté de ça en fait.
Je me l'explique pas. Moi, franchement, je pense que ça a été mal géré. Voilà. Franchement, même les Belges, j'ai vu un petit peu des images parce que là, du coup, je rentre à peine, donc j'ai rien vu. J'ai mis un peu RMC. J'ai pas vu les images. J'ai pas vu les images à la télé. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Même les autres pays qui ont pas gagné, j'ai vu notamment les Belges avec deux trois images qui ont fait le buzz. Franchement, j'ai trouvé ça plus sympathique que ce qu'on a pu faire nous, quoi. Une Coupe du Monde, t'en gagnes une rarement. Faut faire le job, quoi. Je sais pas, franchement, je suis un peu frustré. Ouais. Mais tu sais, on a reçu beaucoup d'appels ce soir là-dessus, de gens qui, comme toi, étaient présents sur les Champs-Élysées et qui, en fait, ont été finalement déçus et s'ils se disent, j'aurais pas dû y aller, parce que tout ça pour ça. Non, c'est pas faire le show à l'américaine. C'est pas. J'ai attendu 4 heures, mais il y avait déjà du monde avant. Voilà, ils sont passés à côté d'un truc, quoi. Là, et moi je pense que Sam a raison sur un truc. On aurait peut-être dû prévoir qu'ils descendent peut-être du bus à la fin pour aller au moins faire 2-3 selfies. Au moins y aller plus lentement. Checker, je sais pas, tu vois, voilà. Bon. Là, ils étaient peut-être à 40-50 km/h. C'était waouh. Bah ouais, mais j'avais envie de parler de Griezmann parce que moi c'est un joueur, je sais pas, moi depuis qu'on l'a découvert à la Real Sociedad, moi il m'a jamais déçu. Il me déçoit pas. Je trouve justement qu'il se bonifie. J'aimerais vraiment qu'il ait le ballon d'or, ce joueur. Je trouve que c'est un garçon qui fait preuve d'une intelligence vraiment très très rare chez les footballeurs. Pourquoi ? Parce que voilà un joueur à la base qui est pas fait peut-être pour jouer comme il joue actuellement. Parce que c'est un petit gabarit, et on voit finalement que à la Real Sociedad déjà, il était déjà à un très bon niveau. Quand il va à l'Atlético, je me suis dit, oh là là, il va tomber avec un entraîneur comme Simone. C'est-à-dire prise de risque. Voilà, prise de risque. Ben, il s'est adapté, il s'est mis au charbon. On le voit qu'il court et il a énormément progressé. On l'a vu, je le vois là en équipe de France. Effectivement, un début de Coupe du Monde assez difficile, mais encore une fois, l'intelligence de se dire, bon, écoute, peut-être je suis pas bien, j'ai une saison éprouvante, je suis un peu fatigué, je me mets au service de l'équipe. On l'a vu travailler et intelligemment, il était effectivement. Mais là, il faut vraiment être un bon connaisseur pour le voir. C'est-à-dire que il était à chaque fois entre les lignes, pratiquement à chaque fois en train d'amorcer les actions adverses, toujours bien placé entre les lignes. Je veux dire, il a pas joué perso pendant la Coupe du Monde. Non. Moi, je trouve vraiment que ça, c'est des valeurs qu'il faut mettre vraiment en avant. Je serais pas surpris qu'il ait le ballon d'or. Franchement, s'il y a un autre joueur... Il a gagné un titre avec son club, par ailleurs, cette année. Ça peut compter. Bon, on verra. Coupe d'Europe, c'est pas rien. Coupe d'Europe, c'est pas rien. Coupe du Monde. Et je trouve qu'il fait une belle Coupe du Monde parce que effectivement il y en a qui vont vous dire ouais il a marqué mais il faut les marquer les pénaltys hein. Messi les a ratés, Messi a raté un pénalty donc non Est-ce que tu partages l'ode à Griezmann de Samuel? Oui, bien sûr. Effectivement, ses qualités premières, oui, c'est l'intelligence, oui, c'est ce jeu qui est fait de malice. Ces déviations toujours très justes, très fin dans le jeu. Et je trouve qu'il a ajouté quelque chose à son jeu, et c'est évidemment l'Atlético qui lui a permis de faire ça, c'est d'être aussi dur au mal. Malgré son petit gabarit, parce qu'il a un petit gabarit, je trouve qu'il a pas peur des contacts. S'il faut aller à la baston, il y va. Alors après, comme ses qualités, c'est d'éviter la baston en se plaçant bien. Il a développé plein d'astuces. Il les raconte souvent comment venir reprendre tel ballon de la tête. Puisque son gabarit ne lui permettait pas de faire tout sur un terrain, il a trouvé les moyens de le faire autrement. Et ça, c'est de l'intelligence de jeu, ça. Et je répète, oui, d'avoir ajouté le fait d'être dur au mal, de pas vouloir éviter les contacts quand il faut vraiment y aller, d'aller au charbon, de se sacrifier pour l'équipe. Ça aussi, il l'a appris à l'Atlético. Et d'ailleurs, alors que tout le monde lui disait, pour passer un cap, tu dois partir de l'Atlético, aller dans un club où le style de jeu sera différent pour que ton talent s'exprime, ta technique, parce qu'à l'Atlético, t'es plus dans le combat. Et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à l'Atlético. Il affirme partout sa passion pour l'Uruguay, ce qui est sincère d'ailleurs. C'est dire si en plus il aime ce football-là. Ce football fait d'abnégation, de bagarre, de don de soi, de solidité du collectif. Il aime ça. C'est pour ça qu'il reste d'ailleurs à l'Atlético, et on a vu en équipe de France qu'il était effectivement prêt à ça.
toutes les stars ne sont pas prêtes à ça dans le foot. Non, ne sont pas prêtes à aller au charbon comme ça. Pas du tout. Lui, il l'a fait. Et oui, c'est comme il a les caractéristiques vraiment d'un attaquant de pure race, quoi. Pourquoi? Parce que en plus, il a une certaine lucidité à chaque fois devant le but. On voit que alors là, il a pas eu beaucoup d'occasions, il s'est pas créé beaucoup d'occasions. Vu le jeu qu'on pratiquait, c'est normal. Très juste, mais à chaque fois, ses gestes sont vraiment d'une pureté d'attaquant. On sent que c'est pas fait n'importe comment. Il y a une réflexion, et dans sa réflexion, on voit qu'il prend toujours l'information quand même avant ses défenses. Moi, je voulais, je pense que vous avez oublié une des caractéristiques très importantes concernant Antoine Griezmann qu'on a bien vu sur ce mondial. C'est sa capacité de concentration dans les moments décisifs. Et ça s'est vu énormément quand il a tiré tous les coups de pied arrêtés, parce que c'est de loin, je pense, le meilleur tireur de coups de pied arrêtés du tournoi. Il les a super bien tirés, tu fais bien de le dire, Johan. C'est vrai. Il y a le but contre l'Uruguay de Varane, c'est lui qui tire. Il y a le premier but de la finale. Attends, chaque coup de pied arrêté était un danger. D'ailleurs, la tête d'Umtiti. Bien sûr. Le coup franc, quand il n'y a pas de coup franc, là, en finale. Sur le penalty de Subasic, il est parti 2 jours avant, quand même. Mais il l'endort, il a un truc sur les pénaux, il l'endort. Type de la Coupe du Monde. Alors, je sais que vous avez chacun préparé la vôtre. Alors on va débattre. Je propose qu'en fait chacun, on va voir. Je vais vous donner les équipes de chacun, de Daniel, de Sam. Moi j'ai un peu oublié la mienne. Par celle de Daniel là. Alors, non, commencez par vous. Elle va s'afficher sur BFM Sport. Loris dans les buts pour Daniel. Alors c'était Lovren Varane. Loris ou Courtois, mais Loris a été décisif dans plus de matchs. D'où Lloris. Arrière droit, il y en a pas eu des tonnes dans le tournoi qui m'ont plu. C'était Thomas Meunier ou Trippier. Mais comme Trippier, finalement, allez, je l'ai fait à celui qui allait le plus loin dans la compète. Meunier, les deux sont très bons. Charnière, ça pouvait être Varane ou Umtiti. J'ai mis une équipe de chaque équipe en finale. Ça me semblait un peu juste. Et puis Lovren, j'ai trouvé, a fait une super saison avec Liverpool. Bon, c'est vrai qu'on parle de la Coupe du Monde, mais même dans cette Coupe du Monde, je lui ai trouvé un profil de leader intéressant. Donc Varane, Lovren. Et à gauche, alors là, franchement, Strinic, non seulement parce qu'il m'a plu, mais parce que j'en ai pas vu beaucoup des arrières gauche dans cette Coupe du Monde. Le milieu, Kanté devant la défense, ça s'imposait. Modric, il avait une place assurée dans le 11 avant même que j'écrive les autres noms. Il y avait Modric en premier. Et puis Pogba, qui à partir de la phase à élimination directe, s'est enfin imposé comme un super milieu de terrain à son niveau, celui qu'on attendait depuis des années quand on le critiquait à juste titre. Avant et en attaque, Mbappé, Hazard évidemment parce que ça a été un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Et là j'hésitais. Alors je pouvais pas enlever Griezmann parce que j'adore Griezmann, mais c'est pas un vrai neuf. Et je pense que j'ai adoré Cavani et sa Coupe du Monde. Donc je l'aurais bien mis aussi. Il fallait faire un choix. Griezmann parce qu'il est de l'équipe qui a gagné et puis parce que c'est un super joueur aussi. Donc voilà mon trio d'attaque. Moi j'ai choisi Courtois. Pourquoi Courtois? Parce que tu mets Hazard au milieu, toi. Pourquoi Courtois? Parce que Loris sur le dernier match, j'ai vu que petit problème, il sort pas beaucoup. Il reste souvent, il a pas rassuré en tout cas dans les sorties aériennes sa défense. Je préfère un Courtois qui sort quand même et qui est beaucoup plus imposant dans les buts. Umtiti, Varane, on change pas une charnière comme ça. Ils se sont très bien entendus durant tout ce mois. Meunier, j'aime bien son apport offensif. Et en plus, il peut être buteur. Hernandez, j'aime bien son audace. En plus, c'est un vrai défenseur. Hazard, effectivement, on peut le faire jouer plus haut. Mais là, entre Hazard et Modric, là, j'ai des architectes, des penseurs. Avec Kanté qui peut faire le travail encore de 2 personnes obligées en sentinelle. C'est sûr, Deschamps, il aligne jamais une équipe comme ça, mon vieux. Oui, évidemment. Non, mais attends, coach Chipois est offensif. Oui, moi je monopolise le ballon et l'adversaire qui court derrière et après avec le jeu de possession n'est plus à la mode, mon cher ami. Mais c'est ce qu'on croit, le jeu de possession sera toujours à la mode. On croit que l'Espagne, le problème qui a fait défaut à cette équipe d'Espagne, c'est que malheureusement leur avant-centre Diego Costa ne se marie pas avec ce jeu-là. Et pourtant sur la dernière année, il s'était plutôt marié avec eux. Oui, c'est un peu mieux, mais on sent que c'est pas naturel. C'est pas naturel, Costas, dans ce jeu-là. Ça manquait de vitesse. Mais ils ont fait un super match contre le Portugal. Oui, et après, ils ont sombré. Puis après, ils se sont laissés endormir par le blocos russe. Et après, mon attaque, là, ils auront vraiment pas de mal à être lancés par, que ça soit Eden Hazard ou Luka Modric, qui ont vraiment des mains à la place des pieds. Donc, là, avec chaque match, là, je pense que j'ai un minimum de 3-4 buts. Je vous ai mis une petite surprise en défense centrale parce qu'il y a un joueur qui m'a bien plu, moi. C'est Yerry Mina. Eh ouais, Yerry Mina, moi j'aime bien.
Il marque des buts. Je trouve que ce gars-là, je pense qu'il va faire partie des grands défenseurs centraux. Les gars là. Et dire que le Barcelone, vous êtes au courant que c'est pas du tout à la mode de mettre des équipes comme vous les mettez là. Vous êtes au courant que le champion du monde. Vous êtes au courant que le champion du monde, il a pas du tout joué comme ça. Et que si on émet une critique, on est pendu en place publique. Moi, je suis sur la ligne. Poids, possession, jeu. Voilà, on veut se régaler, on veut des buts, bordel. Les amis, vous êtes au courant que c'est pas du tout ça qui nous a fait gagner. Le champion du monde ne joue pas comme ça. Mais on s'en fout. Le champion du monde ne joue pas comme ça. L'idée, c'était de faire le 11 type de Gilbert France, tu les as les joueurs pour faire ça, tu le fais pas. Mais toi, range-toi derrière le champion du monde. Quand on met une petite critique, on se fait lyncher. Mais tais-toi, ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, je me tais pas. Le 11 type de Bribois. Non, je me tais pas. Courtois dans les buts pour les mêmes raisons que Sam. Varane, bon voilà, incontournable. Meunier, Strinic, latéraux. J'ai mis Varane, donc avec Yeremina. Comment tu mets pas Pogba? Non, mais attends, j'ai fait une croix sur Pogba pour mettre De Bruyne parce que j'ai adoré la Belgique. Moi, c'est l'équipe qui m'a, en termes de jeu et tout, qui m'a le plus plu. Mais qu'est-ce que tu racontes en termes de jeu? On n'a pas le droit de dire ça. Mais écoute, donc, t'es fou, Gilbert. C'est pour ça que j'ai mis De Bruyne pour remercier les Belges. Chers amis, voilà. Si vous pouviez insulter Gilbert autant que moi depuis hier soir, ça m'arrangerait de partager avec lui ce privilège. Milieu, tais-toi maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Kanté, Modric, De Bruyne et devant Mbappé, Hazard et Harry Kane. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que dit Monsieur Bribois? Merci de partager. Voilà. C'est mal quand même, non? Ça lui fera pas de mal de se faire secouer un peu. Et j'en reçois plein sur le hashtag RMC Live. Alors, je vais pas tout vous donner. Tu peux m'en citer quelques-unes là avec. Non, mais je vais pas tout vous donner, mais je vais vous donner. Défensifs et je vais vous donner des joueurs qu'on n'a pas cités et qui reviennent sur le hashtag RMC Live. On me cite Thiago Silva en défense centrale. C'est Taï Chris qui donne ça. Bien sûr. On me cite le latéral uruguayen Laxalt. Oui, il est pas mal. Pas mal celui-là. Après, souvent dans les équipes types, on met un peu les équipes qui sont allées loin, mais ça veut pas dire que le médicament, je l'ai trouvé très bon dans cette. Certains mettent Lukaku comme Maxime, que personne n'a mis. Ouais. Non, Sam, t'es pas d'accord, toi? Il a des pieds en carton, il a des cartons, les mecs. Moi, le problème de Lukaku. Des chaussures. Le problème de Lukaku, honnêtement, je sais pas si vous avez partagé. Il a toujours l'air surpris quand il reçoit le ballon à la surface de réparation. J'aime bien l'expression. Non mais vous trouvez pas? Mais comment tu décrirais l'histoire? Essaye de décrire. Il a l'air surpris. Hein? Quoi? C'est pour moi? Non mais exactement. On a l'impression qu'à chaque fois le ballon. Mais pourquoi tu me donnes le ballon? Non mais vous avez pas cette impression? Alors je vais te dire. Il marque quand même. Alors Lukaku pendant très longtemps, j'ai été sévère avec lui. T'as été Anderlecht? Non, même au début en Angleterre, même au moment de son transfert, tout ça. Parce que d'abord c'est pas le genre d'avant-centre que j'aime beaucoup dans son style. Enfin, ces derniers temps, moi j'ai atténué mes critiques parce que d'abord je trouvais qu'il avait fait des gros efforts dans la compréhension du jeu, même dans la conduite de balle. Après, le truc, c'est que dans cette Coupe du Monde, sur la fin, je lui ai revu sa conduite de balle où t'as l'impression que le pied il est en métal et le ballon fait ding, 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 il rebondit et il n'arrive pas à le contrôler. Et donc, je sais plus trop quoi penser maintenant. À chaque fois, on me dit ouais, mais n'oublie pas qu'il est jeune, il peut progresser et tout. Son jeu, il le base principalement sur le physique. Donc, s'il est un peu moins bien physiquement, je pense que le geste technique, qui est à la base un peu aléatoire, il va le rater. Mais j'ai envie d'être un peu plus indulgent que j'ai été avec lui. J'ai été assez dur, moi, avec lui. Non, mais tu sais, je suis un peu moins maintenant, mais je comprends ce que tu dis, parce que je le disais, moi, ça. Honnêtement, Lukaku ne progressera plus techniquement. Il peut encore progresser peut-être un peu dans les appels de balles, ceci, cela, mais je trouve dans les appels, je trouve qu'il est mieux quand même. Non, il fait moins bourrin, je sais pas si vous l'avez vu au début en Anderlecht. Ah non, mais là c'est pas possible. Il faisait peur. Tu te demandais comment il faisait. Ah là c'était un taureau lâché sur le terrain. Là. Ouais, c'était un train. C'est quand même là, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique, hein, le mec. Hein. Mais c'est pour ça que je l'ai accordé de l'un. Mais il a raison. En direct, c'était les vachettes d'Interville, quoi. Non, mais c'est le mec, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Là, il me dit c'est les vachettes d'Interville. Et l'autre, il me dit il est surpris quand il a le ballon. Attends, c'est les fêtes de Bayonne, quoi. Tu courais dans la rue, le mec il était derrière. T'avais peur que les. Regarde le dernier match. Regardez le dernier match contre l'Angleterre. Il aurait pu marquer un trick. Les gars ont fait que le servir, que ce soit De Bruyne, Hazard, ils ont fait que le servir. Et de pour la troisième place, De Bruyne, il lui donne un ballon. Ah oui, il lui met un caviar. Un délice. Et il l'a saccagé avec un contrôle à l'envers. Mon Dieu. C'est dommage, mais après, je respecte sa combativité. Effectivement, il joue pour l'équipe, il se bat. Mais bon, c'est pour toutes ces raisons, moi, je suis un peu plus indulgent aujourd'hui, mais je comprends ce que tu dis vraiment. Voilà. D'autres joueurs qu'on n'a pas cités. J'ai Bassaïs. Alors il y a un nom qui revient quand même à droite, c'est Versalco.
Versalchko, le Croate. Versalchko, tout le monde a mis, mais pas mal. Il montait souvent, il faisait le bon centre. Adrien me dit comment ne pas mettre Maguire, qui a été énorme l'anglais. C'est vrai. Je suis d'accord, j'aime bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme joueur qu'on n'a pas cité? Neymar. Certains mettent Neymar. Non, il va me faire perdre 15 minutes par terre, lui. Non. Neymar dans cette Coupe du Monde, tu peux pas. Non. C'est une vraie déception. Ça n'arrive pas, on n'est pas en train de dire que c'est pas un bon joueur, mais bon, sur cette Coupe du Monde là, non, il peut pas faire partir de l'équipe type, c'est pas possible. Bon, très bien. Et puis après, Thiago Silva revient. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Il y a du Mandzukic qui revient. Mandzukic, il a marqué avec le. Personne n'a cité Perisic. Perisic peut être cité. J'ai failli le citer. Ouais. Perisic, effectivement. Non, Perisic, personne me l'a mis là pour l'instant. J'ai pas tout lu, parce qu'on en a reçu. Non, mais lui, c'est un peu un intermittent du spectacle, quoi. Tu sais jamais, quoi. C'est où tout bon, ou tout mauvais. C'est pour ça qu'il est à l'Inter et pas dans d'autres clubs, alors que c'est un joueur qui dans les pieds est quand même très bon. Hein. C'est un très bon joueur. On me cite. Alors après, il y a des joueurs on va dire, qui ont vite disparu de la compétition. Mais qui ont quand même qu'on a remarqué. Par exemple, Othello me cite le Péruvien Advíncula, qui avait fait un bon premier tour. Il y a Lozano, le Mexicain, qui avait. Dans les Mexicains, Lozano, j'ai beaucoup aimé Lozano. Voilà, donc il y a quelques joueurs comme ça qui c'est vrai qui ont vite disparu, mais qu'on a vu quoi. Qu'on a trouvé bon, qu'il faut citer aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tiens, Layoun aussi, j'ai bien aimé Layoun, moi. Ah oui, Layoun. Mais Mexique, ils ont des bons joueurs. Hein. Ouais, très bons. Michel Layoun. Plus rapide, Michael Layoun. Enfin, Michael. C'est quoi son prénom d'ailleurs, Layoun? Alors par contre, il y en a, on peut aussi s'amuser à faire l'équipe pourrie du mondial. Hein. Moi, je sais pas, par exemple. Pourrie du mondial. Ouais, tu vois les mecs vraiment. L'équipe là, pipe, quoi, comme on disait à l'époque avec Florent pipe. Petit Prince du Parc nous en donne une. Je vous la donne. Soubassi dans les buts. Il met Sechny dans les buts. Sechny. Il y a aussi le gardien argentin quand même. C'est lequel là qui a fait les boulettes? C'est Caballero. Ouais. Non, il faut mettre un gardien argentin dans l'équipe pipe. T'es obligé de mettre un argentin. Et voilà, sinon il y a aussi Mouslera éventuellement pour sa boulette. Monsieur, c'est un bon gardien. Arrête, en défense, Petit Prince du Parc nous met Boateng, Piqué, Otamendi. Parce qu'a priori quand même, c'était pas une défense dégueulasse, pas bon. Après il nous fait défense à 3. Après il nous met Di Maria, Kroos, Mascherano, Ozil et devant Guedes, Lewandowski. Et Messi, carrément, il envoie. Il y a des mecs qui font un minimum de respect. Je peux pas adhérer à certains noms. Bon, enfin, Lewandowski, c'est un beat du mondial, quand même. La Pologne, ça reste un super attaquant. La Pologne, ils étaient invaincus en qualif, les mecs. Oui, non, faut pas déconner. Il y a des mecs que je peux pas voir dans l'équipe pipe. Quand même. Bon, alors proposez autre chose, vous. Ça te fait mal. Ça te fait même mal de l'écrire, quoi. Non, mais là, j'ai pas réfléchi au pipe de la Coupe du Monde. Il faudra me laisser un peu de temps. Et puis Touchdown qui me dit, moi, je mettrais bien Insigne. Ah non, pardon. Ouais, c'est drôle. Sinon, je voulais dire sur Kanté. Est-ce que vous vous souvenez le nombre de fois cette année, pas que sur la Coupe du Monde, je dis carrément cette année, où Kanté était toujours désigné le meilleur français. Kanté, il est bon. Toute la phase de poule, ça a été ça. Ça a commencé à changer avec le match contre l'Argentine, où le meilleur, ça a été Mbappé. Après, Kanté est redevenu le meilleur, notamment dans le quart, on disait Kanté, quel machin. Et je disais, mais c'est toujours la même histoire que je répète depuis des années. Si tu gagnes pas, on gagnera pas la Coupe du Monde si Kanté au final c'est le meilleur joueur de ton équipe. Il y aura un problème. Oui, mais sur l'ensemble de la Coupe du Monde, c'est qui le meilleur? Eh bien, à l'arrivée. C'est Kanté. Non. Sur l'ensemble des matchs? Je crois pas. C'est qui à l'arrivée, tu termines avec le trio de tête d'affiche. Griezmann, Mbappé, Pogba. Petit à petit, ils se sont détachés. Petit à petit, le rapport dans le jeu pour te faire gagner les matchs fait qu'ils ont été décisifs et que c'est eux que tu vas mettre en avant. Et je dirais même que Varane est même passé devant. Et pourtant, ça note rien à Kanté, qui est un joueur extraordinaire. Mais là, t'es pas aveuglé par sa finale ratée. Ben, c'est un symbole. Que dans ce match, c'est le match de ta consécration. Tu sais qu'il avait une gastro. Et ben. Non mais on sait, vous savez ça. Il est pas bien, incontestablement. Si ça. T'as raison, Sam, parce que hier, la première analyse qu'on avait, c'était peut-être que Deschamps le sort parce qu'il se dit il va prendre un rouge. Non, je croyais pas à ça. Non, mais je dis c'est un symbole. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, qu'il y a pas de raison à ça. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Mais je pense que le 6 ne peut. Moi, je développe cette théorie depuis 10 ans. Le 6 ne peut
jamais être ton meilleur joueur. Sinon, tu ne gagnes rien. Les gars, je vais vous raconter une anecdote. Shadil Rami a raconté sur TF1 il y a quelques minutes. Un truc qu'on ne savait pas sur la Coupe du Monde. En fait, un soir, c'était à proximité du match de l'Argentine. Les gars font la fête, donc c'était après le match. Et les gars font la fête et ils veulent aller, en gros, foutre le bordel dans la piole de Rami. Sauf que Rami avait un extincteur dans sa chambre. Et Rami dit, moi, j'ai toujours un extincteur dans ma chambre. Je les connais, les gamins. Sous forme de bouteille, il dit ça. Là, il en trouve sa porte en slip. Et là, il voit Benjamin Mendy qui bloque la porte avec son pied et qui lance, venez les gars, on va foutre le bordel chez Rami. Bon. Là, Rami, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'extincteur, il dégoupille l'extincteur et là, il gueule Ghostbusters. Il appuie sur le truc. Là, c'était le soir des matchs de l'Argentine. Hein. Et là, il raconte fumée intense qui sort de l'extincteur. Et Rami dit, c'était comme une chicha. Et encore, je suis gentil, c'était plutôt le Vélodrome. On se voyait pas à 1 mètre dans les couloirs. Du coup, les mecs sont un peu aveuglés. Ils se rentrent dedans un peu involontairement et tout. La respiration devient difficile. Et là, la sécu de l'hôtel arrive. On dit, mais sortez tous, c'est toxique, l'alarme se déclenche, tout le monde doit sortir de l'hôtel, police, pompiers. Là, Rami se dit, oh là, je suis mort, je vais me faire virer, etc. Bon, finalement, pas de mauvaises conséquences pour lui et pour les Bleus, mais voilà une anecdote étonnante de l'équipe de France en Russie. Bah, il a mis l'ambiance, Rami. Ouais. En même temps, c'est vrai que sortir un extincteur pour faire sortir les gars de sa piole, fallait quand même oser. Bon. Ah, mais Ghostbusters, c'est une belle référence. C'est plutôt pas mal. Bah, il a fait son rôle, même en dehors du terrain. Ouais. Maradona a découvert aujourd'hui son club. Parce qu'il a dit qu'il a été bombardé président d'un club en Biélorussie. Qui s'appelle le Dynamo de Brest, pas Brest en France, hein, le Brest biélorusse. Rappelez-vous, Napoléon, tout ça. Et donc, il est arrivé là-bas. Il a dit qu'il aimerait bien faire de ce club un club, voilà, qui sera utile pour le foot biélorusse, dit-il. Et surtout, il est très impatient de rencontrer Loukachenko, le président, l'autocrate biélorusse. Et là, déclaration mythique de Maradona. Il dit, moi, je me souviens très bien de Fidel Castro, de Chavez, de Kadhafi. Je connais aussi Poutine. Donc aujourd'hui, bah, j'aimerais bien voir Loukachenko. Le mec, il est content. Il fait sa tournée des dictateurs. Tranquille. Il est taré, ce mec. Et voilà. Bon, c'est du Diego. C'est du. Ouais. Maradona, faut plus faire attention à ce qu'il dit, sinon. Et là, je vous demande d'accueillir comme il se doit l'homme qui n'a rien branlé pendant la Coupe du Monde, et je pèse mes mots, rien foutu, rien plage. Oui, mais on n'a pas voulu lui donner la Croatie aussi. Il serait allé en finale. Simone Rovera est de retour. Simone, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Oh là là, Simone, je voulais te la donner, la Croatie, moi. Ben, moi, je la voulais, mais après, bon, écoute, ça aurait été une carnage pendant la finale entre moi et le reste du monde, donc. Dis-moi, Simone, pour la finale, hier, l'Italie était pour qui? Pour la Croatie. Alors, dans l'endroit où je suis en vacances, j'ai regardé un peu la finale, un peu j'ai joué avec ma fille, et je peux dire que chaque fois que j'entendais un cri de joie, c'était pour un but de Croate. J'ai jamais entendu crier de joie pour un but de Français, mais pour le 2 de Croate, on aurait dit que c'était l'Italie qui jouait. Donc la réponse. Et c'était pareil en Espagne aussi, et dans beaucoup d'endroits. Et c'était pareil dans beaucoup d'endroits, ouais, c'est vrai. Franchement, je te félicite pas. On avait déjà. Bah, nous, on pensait déjà. C'est pareil au Portugal aussi. Ligue des Champions. Ouais, cela dit, il paraît qu'en 2002, pour Italie-Corée du Sud, il paraît que la France était pro-coréenne à mort. Hein. Moi, je me souviens, à chaque but de la Corée du Sud, tu t'en souviens, non, hein? Tu t'en souviens de Byron Moreno, tout ça? Ah, je pense qu'en Italie, personne n'a oublié Byron Moreno. Byron Moreno, c'est inoubliable. C'est une légende, c'est une légende en Italie. Byron Moreno, c'est un gag. Hein. Mais il est en tôle surtout, Byron Moreno. Ah non, mais c'est surtout un gag. C'est une expression populaire. Hein. C'était l'arbitre, hein, je le rappelle. Oui, il était invité dans des émissions de télé, un peu à jouer les rôles du con. Il l'invitait genre Juste Leblanc, le dîner de con. Ah ouais. Ah non, mais en Italie, c'est une légende. Bah ouais, il était pris pour un con. Hein, mais il était énorme, le mec. Les mecs voulaient le retrouver. Attends, le mec qui t'a enflé comme ça à ce point aussi ouvertement, tu dis c'était jamais vu un truc pareil. Quand même. Bon, dites-le. 9 fois sur 10 tu t'emmerdes. Avouez-le. Mais dis-le. À chaque fois que je rentre pour faire le poker à la mi-temps, on dirait que t'as la misère du monde sur la gueule tellement tu t'es fait chier. Mais dites-le. Bah voilà, dites-le. C'était ça. Pierre Ducrot. Ah ouais. Qui osait pas dire que un soir il s'était fait chier avec un match de Ligue 1, il était un peu timoré et tout, alors qu'à la mi-temps j'étais rentré et tout, j'avais vu putain je m'emmerde, il osait pas trop le dire.
C'est un peu secoué. Un petit peu secoué, exactement, le sens de la mesure. Tu voulais revenir, Daniel, notamment sur le document, le film des Bleus diffusé hier soir sur TF1. Ouais, sur l'après et ce qu'on découvre finalement. Donc le doc, interview très très bonne de Raphaël Varane dans l'équipe. Signé Hugo Delhomme. J'allais le dire, voilà, Hugo Delhomme. On joue dans des clubs où il y a des super footballeurs, où on a un super football. Nous, on n'était pas venus pour jouer, on était là pour gagner, pour détruire l'adversaire. On sait qu'on n'a pas fait le plus beau tournoi et le plus beau jeu du tournoi. Quand on lui dit, mais est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être laid? Faut pas abuser. On n'est pas si laid que ça. Faut pas non plus nous caricaturer comme étant l'équipe la plus moche de tous les temps. Désolé. On était l'équipe la plus glaçante. Oui, c'est ça. On était glaçant. Eh ben, je trouve que c'est une super analyse. C'est exactement l'analyse que j'ai fait les 10 derniers jours, et analyse qui m'a valu énormément de critiques. Je suis content. D'ailleurs, on a fait l'émission ensemble et tu disais à l'époque, c'est dans 10 ans que l'on parlera de ça et que on nous donnera la vérité. Et d'ailleurs, et en plus, on en parle beaucoup à l'étranger. Je pensais pas que autant de gens à l'étranger allaient en parler. Mais encore une fois, ce que je disais toujours après la virgule et on voulait pas entendre, si tu vas au bout comme ça, eh ben écoute, tu y vas, peu importe. Mais en tout cas, j'étais content de lire cette interview de Varane avec ses vraies questions. À mon avis, les Portugais sont pas trop pleins d'avoir gagné l'Euro un peu comme ça. Parce que oui, mais on avait aussi critiqué les Portugais à l'époque. Beaucoup critiqué. Mais je pense que le jeu portugais était un peu plus vilain que celui pratiqué par les Français quand même. Ce qui ressort avec Varane, c'est le terme glaçant. Toi, quand t'as deux filles moches devant toi, tu te dis c'est laquelle la plus moche? Bah forcément. T'essaies de toujours trouver les petits bouts de bonheur où il y a du malheur, non? Forcément. Je disais, moi, c'est le terme glaçant qui me fait tilt parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour parler du Real. Moi, quand j'ai vu ce mot, ça m'a rappelé la culture de la gagne que tu peux avoir au Real et qu'il a amené avec ce mot-là. Donc. Il dit, j'ai trouvé ça très on bien, était des tueurs à sang-froid. Quand je vois la finale contre la Croatie, c'est ça. Et on lui pose la question en lui disant, mais est-ce que c'est l'ADN de ce groupe? Est-ce que l'équipe de France, maintenant, c'est ça? On s'est adapté. Quand on est arrivé, on savait qu'on avait une équipe avec beaucoup de talent, avec des joueurs qui jouent au ballon. Contre l'Australie, on a essayé de jouer au ballon. Ça n'a pas marché. On s'est dit qu'on irait au plus efficace, au plus pressé, et ça nous a pas trop mal réussi. Mais cette équipe, elle est capable de tout faire, donc il reste pas sur cette posture pendant 2 ans. On verra si elle évolue. On verra si elle évolue. En tout cas, moi, je suis content qu'il y ait ces questions, qu'il y ait ces réponses. Ça veut dire que les mecs sont lucides sur ce qu'ils ont fait, et surtout ils ouvrent la porte à la discussion et non pas comme certains qui ont voulu éviter tout débat et rentrer dans les insultes si on osait émettre un avis ou critiquer. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc dans l'après, puisque mon avis c'est un petit peu l'après. Et puis alors pour ce doc, alors j'ai entendu plein d'avis divergents sur ce doc. Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que certains, en le regardant, étaient un peu nostalgiques des yeux dans les bleus, qui sonnaient peut-être un petit peu plus sincères. Je ne sais pas, au fond. Je me demande si c'est pas plus un décalage générationnel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un 15, 20, 25 ans a dû prendre un plaisir énorme à regarder ce doc hier. Parce que ça correspond vraiment à ce qu'est la communication aujourd'hui. Le mec te regarde en face, le mec te parle, ça fait un peu télé-réalité. Tu sais, quand le gars, après, il fait son débrief là, dans Koh-Lanta, ou je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs-là où tu viens et tu... Confessionnal. Voilà. Ah bon, ok, très bien, voilà. Le mec te raconte ça. Je pense que ça a beaucoup plu, le côté festif que cette génération a. Je pense que ça a montré à quel point l'ambiance est extraordinaire. Alors après, évidemment, personne n'est dupe. Oui, c'est contrôlé parce que c'est un film institutionnel. La Fédé est en partenariat avec TF1. Mais bon, voilà, je suis même pas sûr qu'il y avait beaucoup de choses à cacher au fond. On s'en fout. C'était comprendre comment ça avait marché. Et mine de rien, il y a 2-3 séquences qui sont fortes, qui sont de vrais enseignements. J'en élimine une tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier après. Elle a rien à voir avec l'équipe de France. Mais s'il avait fallu être certain que Cavani était un type absolument extraordinaire. Bon, voilà. Donc s'il fallait une piqûre de rappel. Pour ceux qui n'ont pas vu, après le match face à l'Uruguay, il est entré dans le vestiaire pour saluer notamment Mbappé et l'équipe Mbappé. En revanche, il y a des choses, alors ça vraiment ça n'est que pour moi. S'il y a des mecs qui sont incriticables, lui, il est au-dessus de tout. Bref, parenthèse. Puis il a le sourire, hein. Enfin, il est extraordinaire, fabuleux ce mec. Bon, je reviens aux 3-4 séquences qui m'ont beaucoup plu. D'abord, il y en a une dont on avait parlé. Ici, parce que je savais qu'après l'Australie, il y avait eu un débrief assez costaud et on l'a vu en direct là, voilà, donc clairement. Et c'est quand même fou. Alors là, Samy est plus apte que nous à en parler, mais des fois, on se dit que dans des aventures comme ça, alors comme pour toi le parallèle, c'est une saison, tu te dis mais c'est vraiment
juste une discussion, juste ça qui fait que t'enclenches un truc de malade qui va t'emmener vers parce que juste un débrief du premier match contre une petite nation comme l'Australie, juste parce que le mec te remet les idées en place, ça peut provoquer un déclic qui emmène vers un succès aussi grand. Je trouve que c'est formidable. Je pense qu'on voit pas tout aussi quand même. Non mais je sais pas. Non mais moi je sais que cet après Australie a été vraiment un marqueur très fort. Ouais. On découvre, mais ça aussi, moi ça je le savais pas à ce point-là, mais je me doutais pas que Paul parlait autant et qu'il était aussi fort quand il parlait. Je savais pas, il me l'a dit et on l'a vu hier dans le doc, qu'il était à ce point leader et qu'il était devenu pendant cette Coupe du Monde au point même de changer sur le terrain. Ça c'est très fort et ça on l'a vu très clairement hier. Ça c'était bien. Et puis Griezmann aussi. Vraiment, qu'on découvre comme un mec d'abord discret, mais quand le moment devient très tendu, très chaud. C'est curieux d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance en haut et avant la finale, les deux qui parlent le plus, alors qu'on les entend pas beaucoup avant, Griezmann et Varane. Ouais. Est-ce que c'est parce que Varane joue au Real et que ses gros succès, il en connaît? Est-ce que Griezmann, parce que il s'est dit, là c'est mon moment, j'ai attendu, mais là il faut que j'y aille. Et là il a beaucoup parlé et il se paye même un commentaire sur le jeu. Il assume quoi. Il assume. Son plus grand kiff, c'est de mettre un but et de tout boucler et de faire du béton. Il adore ça, c'est pour ça qu'il kiffe l'Atlético. Il assume. Moi, il y a des choses qui me manquaient. J'aurais voulu avoir plus de séquences comme la causerie d'après l'Australie. Et en plus, je suis pas sûr que ce soit véritablement très choquant de montrer ça, parce que on se doute bien évidemment que coproduit par la Fédération française de football, il faut un peu lisser l'image. Je l'entends, mais on est champion du monde. En tout cas, on a bien compris que le jeu était basé sur l'engagement et les duels. Ça n'est que ça tout le long. Allez les gars, on rentre dedans. Avec les gabarits qu'ils ont, tant mieux aussi. Je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord parce que au final, quand on voit les moments qu'on retient de ce documentaire, on parle à aucun moment des danses, du bus. On parle de ce qu'a cité Daniel, c'est-à-dire Pogba, c'est-à-dire Griezmann, c'est-à-dire la causerie de Deschamps. Et pourquoi on retient que ça? On retient que ça aussi parce que toutes les danses, etc., on les avait vues avant. Donc c'est là où je suis assez d'accord. On aurait pu peut-être couper ces moments, faire le truc un peu moins long et avoir plus de séquences comme la séquence de Deschamps avant l'Argentine, où il parle de Messi, où il dit il m'a positionné Messi ici, du coup voilà comment faut faire ça, c'est génial. Ça c'est génial. En plus, Deschamps le dit, je crois, après le match en disant, ou un joueur le dit, on a recentré notre tactique parce qu'on a appris que Messi jouerait différemment. Et là on le voit dans le doc, c'est génial. Et en plus ça permet, et même pour la Fédé, si on parle comme ceux qui produisent ça, de dire regardez Deschamps, c'est pas juste quelqu'un qui va bétonner deux lignes. Et puis la réflexion que je fais, c'est pas d'avoir quelque chose de beaucoup ça. Oui, mais on le voit bien dans le doc. C'est quand même engagement. Oui, dans le sens où ils auraient pu en mettre peut-être plus des trucs comme ça pour avoir cette vision de Deschamps tactique. Et là, peut-être qu'il n'y en avait pas. Bon, c'est fini, les gars. Sam, tu reviens demain, je crois. Merci. Demain, mon vieux. Je serai ce soir avec toi. Vous serez là tous les deux. Avec plaisir. Et à demain. Salut. Ciao. RMC, l'After Russie 2018.